Allez. C'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Ismaël. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toute la tribu. On s'est rencontré avec Ismaël. Moi, je l'ai vu, je le suis depuis quelque temps sur ses travaux qu'il fait sur l'apprentissage des jeunes, mais aussi des adultes maintenant. Et on s'est rencontré récemment dans un post de Steve qui fait du développement personnel. Et on a eu un échange dans les commentaires sur les dangers et les risques du développement personnel. Et alors Ismaël a commencé à décliner l'historique, qui nous mène jusqu'à ce point-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Je lui ai dit à l'époque, «Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une visio?» Il a accepté et aujourd'hui, il se trouve qu'on est en train de le faire. On va l'aborder un peu plus tard, ça, cette question-là, des risques et des dangers du développement personnel dans cette vidéo. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre invité. Ismaël, Super. comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Raconte-nous. Pour commencer, je vais très bien. Il pleut, j'habite à Lyon. Je suis originaire de la campagne et quand je fais mes conférences, j'ai l'habitude de dire que je viens de 3 mondes. Le premier monde, c'est les bidonvilles. J'ai vécu dans des bidonvilles. Ça fait quand même pour moi une particularité. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vécu dans des bidonvilles en France et au Maroc. J'ai fait les 2. Mon deuxième univers, c'est la campagne. J'ai vécu à la campagne en France et au Maroc. Et mon troisième univers, j'ai vécu dans des quartiers en France et au Maroc. Donc, je suis d'origine marocaine. Je vais bien, comme je le disais. Aujourd'hui, je suis enseignant, auteur et formateur. J'ai un parcours éclectique et je suis fort et enrichi de toutes ces aventures, tous ces environnements, tous ces milieux dont je vous ai parlé. Donc, c'est très important de situer de là où on vient pour savoir où aller finalement et quel est notre parcours. Donc, c'est ce qui me permet d'être un peu différenciant par rapport à tout ce qui existe, puisque certains gars de quartier diraient on ne peut pas me la faire à l'envers. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que la misère, mais en même temps, j'ai tellement développé de projets que je sais aussi ce que c'est que d'être dans le corporate. Je sais ce que c'est que d'être dans une grande école de commerce. Je sais aussi ce que c'est que de poursuivre des études. Mais je sais aussi ce que c'est que de manquer d'argent, d'avoir faim, d'avoir froid, d'avoir soif. Je sais aussi ce que c'est les avantages et les inconvénients de ces univers-là. Mmh. Voilà. Et c'est très riche. Ouais. Est-ce Et que tu veux que je… aujourd'hui, parle-nous de déclic. OK. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je faisais hier et qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur un rapport plutôt court? OK? Mmh. Tu m'as parlé des déclics. Les déclics, puisque c'est le passé, c'était une association qui aidait les jeunes à croire en eux, en les aidant à se définir des objectifs qu'ils se fixent. Comment? En faisant intervenir un jeune, un artiste, un entrepreneur, pas n'importe comment, pas n'importe comment. Au départ, un artiste pour capter l'attention et que cet artiste parle de son parcours, comment il a fait pour devenir artiste. Et on a une clé là dans cette histoire-là, c'est la répétition, c'est la passion et l'envie. Ensuite, un jeune qui n'a pas forcément réussi puisqu'il est sur le chemin, il est dans le parcours. Donc, c'est le deuxième intervenant. Et le troisième intervenant, c'était un entrepreneur, quelqu'un d'un peu plus âgé, plus mature, qui a une expertise sur un domaine, qui a aussi ce que l'on appelle, on va appeler ça en anglais du leadership, en français, on va dire du charisme, une présence. Et ces trois personnes-là, sur une intervention d'une heure, Mmh. parlaient non pas de clés forcément, mais surtout de leur parcours. Et qu'est-ce Mmh. qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pu réussir et échouer et où est-ce qu'ils en étaient. Donc ça, c'est les déclics. Et aujourd'hui, ce que je fais, je suis enseignant-auteur. J'ai arrêté les déclics pour pouvoir me centrer sur moi et sur mes projets. Et je travaille actuellement oui, sur la mise en place d'ateliers autour de la confiance en soi, cette capacité à oser agir par rapport à ce qui est important pour ça. Mmh. Et ce qui est important pour soi, c'est finalement réussir. Et qu'est-ce que j'ai fait pour parler de ça, surtout auprès des jeunes, maintenant des éducateurs et aujourd'hui des coachs scolaires, des enseignants? J'ai mis en place 3 ouvrages. Un sur la connaissance de soi, où je suis. Un sur l'expression de soi, prendre contact et communiquer. Il y a un art et une expertise derrière ça. La rhétorique, la prise de parole en public, Mmh. comment je me présente face à,
pour décrocher mon premier job face à un entrepreneur. Ce n'est pas la même chose lorsque je me présente à des amis. Ce n'est pas la même chose. Et puis, la dernière partie, le pilier pour moi, l'élément le plus important, puisque c'est une de mes passions, c'est apprendre à apprendre en me basant de la neuroéducation. Et j'ose dire ça, c'est apprendre à désapprendre, puisqu'on va casser un peu des neurones. J'étais encore en train d'y travailler, de lire des rapports sur les sciences cognitives et plus particulièrement, je vais me répéter parce que la répétition, c'est l'apprentissage, la neuroéducation. Et l'un de mes mentors, c'est Steve Masson. J'aime bien parler de lui parce qu'il a écrit un ouvrage. Je n'hésite pas à faire la publicité de cet ouvrage-là parce qu'il est, très intéressant pour les éducateurs, les coachs, les enseignants. Voilà, voilà, je lui fais un peu de pub au passage parce qu'il est super cet ouvrage, hein, il est Très excellent. bien. Et l'homme Euh, est excellent. Ben oui, j'imagine, puisque ça t'a inspiré. Et dis-moi, la première chose que tu fais le matin, c'est quoi? Alors, la première chose que je fais le matin, c'est déjà, je me lève et je m'occupe de moi. C'est-à-dire, je prends un verre d'eau tiède et je fais 10 minutes d'étirement. Donc, 10 minutes de yoga. Et alors, quand j'ai pas le temps, ensuite, je prends un café. Alors, je me fais un jus d'orange citron, pamplemousse. À l'intérieur, je mets du gingembre et du curcuma et une épice. C'est très bon pour la santé. Je prends pas, je mange rien d'autre et un café pour le chaud parce que j'apprécie le goût du café. OK. Hmm. Quand j'ai pas le temps, ensuite, je fais 10 minutes de vélo à peu près parce que je vais au travail au vélo, le temps de me réveiller. Ah oui, je prends toujours 5-10 minutes à lire des posts de quel est le monde, quel est l'état du monde aujourd'hui. Moi, je les traduis comme ça. Donc, je lis un article du Monde, un article du Point. Voilà. Donc, je vais peut-être arrêter parce que là, c'est trop négatif et ça me met dans des tensions. Ouais, moi, c'est juste insupportable hein, ce qui est remonté aujourd'hui à la surface, qui Ouais. était sous-jacent. Mhm. Voilà. Mais du coup, voilà ce que je fais. Et Tu quand apprends. j'ai Le plus de matin, temps, tu apprends. Et pour voilà. accélérer ton apprentissage, qu'est-ce que tu fais pour, parce que toi, tu as développé quand même quelques outils, quelques spécialités pour pouvoir apprendre. Et si on a des jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, qu'ils soient au lycée ou au collège, euh, comment toi tu fais ou qu'est-ce que tu conseillerais pour bien apprendre ou mieux apprendre, développer sa curiosité? Je vais vous donner un conseil. Si tu étais en face de moi ou les personnes seraient en face de moi, il y aurait des évidences qui remonteraient. Première évidence, qu'est-ce que je fais pour être bien? Qu'est-ce que je dois faire pour être bien? Deux réponses arrivent de manière récurrente. Le sport et l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qui revient. Sauf qu'il y a un troisième conseil que je tiens d'un philosophe qui s'appelle Michel Serres, que je trouve d'une puissance incroyable. Tous les jours, apprenez quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a rien à voir avec vos compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien-être intellectuel derrière ça. Et derrière ça, si on prend de la neuroscience, c'est des neurones différents qui vont se connecter et qui vont renforcer votre intelligence. Ça, c'est la première des choses. Prendre 5 minutes pour faire un casse-tête, pour apprendre quelque chose de nouveau, une loi. Je suis très fort en littérature, ben, je vais apprendre une loi physique. Hmm. Voilà. Je Faire vais quelque prendre 5 chose qu'on minutes. n'a jamais fait. Voilà. Mais surtout, qu'on va chercher dans la littérature aussi. Prenez le temps d'ouvrir des livres ou d'ouvrir un livre ou d'ouvrir un petit cahier, un petit jeu, un petit cahier d'exercice. Moi, j'ai un gros cahier comme ça. C'est sur plein de petits exercices, d'énigmes, etc. Et Mhm. j'en fais tous les jours. J'en fais tout le temps un petit peu de manière récurrente et régulière où j'apprends un nouveau mot, où Hmm. j'utilise des vieux. Voilà. Ça, c'est très important. Ensuite, pour bien apprendre, vous devez apprendre change le cerveau littéralement. OK? Donc, vous devez déjà activer vos neurones. OK? Activer vos neurones, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, activer ces neurones de manière régulière. Donc, Hmm. c'est-à-dire que je commence quelque chose le lundi, je ne le laisse pas tomber trop de temps après. Le mardi, je refais quelque chose sur ce sujet-là. Le mardi, le mercredi, j'oublie un petit peu parce que c'est naturel, j'oublie un petit peu, j'attends 2 jours. Et après, je reprends. J'ai une méthode que je donne à mes élèves, c'est la méthode 1358. Le Hmm. premier jour, j'apprends quelque chose de nouveau. D'accord? Le troisième, je laisse un jour incuber tout ça, il y a le sommeil qui arrive. Le troisième jour, je reprends l'information sans ouvrir le document, sans revoir le cours du prof, sans rien. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette notion-là? D'accord? Hmm. 5 jours après, je reprends contact avec l'information, contact. Donc, je reprends contact avec l'information. Et le 8e jour, je me teste. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, je me teste. Qu'est-ce que je sais? Est-ce que je suis capable de répondre en comment et pourquoi sur ce sujet-là? Répondant comment et pourquoi, je vais faciliter les connexions neuronales de mon cerveau et
bon, si on va parler tout à l'heure du développement personnel, il y a des débats sur le comment et le pourquoi. Ça n'a pas de sens pour moi Mmh. en tant qu'enseignant et expert de pédagogie alternative et pour un neuroscientifique. Moi, je ne suis pas neuroscientifique, hein, je vous rapporte les études et il n'y a pas de sens en fait. On peut travailler du comment au pourquoi au comment. Et on regardera qu'il y a toujours la même aire cérébrale qui se connecte, c'est le stratum ventriculaire gauche, je crois. C'est la partie gauche en fait du cerveau. Mmh. Tout simplement. Vous regarderez, je me suis peut-être trompé sur les spécificités de l'aire cérébrale. Donc 1358. Premier Voilà, jour, 1000, on découvre. Troisième jour, on reprend on reprend sans le support. complètement le support. C'est-à-dire qu'on se le mémorise, on se le visualise, on s'en rappelle. Oui, Cinquième jour, on parle du pourquoi et du comment, c'est ça? voilà. Comment ça marche? Pourquoi ça marche? On crée des liens. Et le 8e jour, on se teste. Ah, OK? vas-y, raconte-nous, c'est quoi le test? Alors, le test, c'est tout simplement, c'est simple, hein. Un test, ça peut être des vrais et des faux. Mmh mh. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? OK, Mmh. je réponds. Ça peut être des cartes, des flashcards, donc il y a Anki, A-N-K-I. Vous allez dans le logiciel, tout le monde s'en sert. Ou Learning App, aujourd'hui, il y en a tellement maintenant que. Mais Mmh. Anki, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont servis des études de neurosciences, de sciences cognitives, pardon, pour pouvoir espacer l'information. Donc, Anki vous fait un rappel. Tiens, rappelle-toi de ça. Ça fait 3 heures que tu n'as pas vu ça. C'est un peu comme Duolingo, des choses comme ça, des logiciels, des open source en Mmh. plus, hein. Donc, réponse, question, réponse, question, réponse. Et voilà, je m'amuse à faire ça. C'est ça, se tester. Ou on va prendre, du coup, tu m'emmènes vers des réponses un petit peu à l'emporte-pièce sur toute la méthodologie que je développe sur ma méthode CPE, cerveau potentiel éducation, ou maintenant aujourd'hui sur le travail de confiance en soi en passant. Donc, tu me fais détricoter tout ça, hein. Normalement, il y a un ordre dans tout ça. D'accord. Euh, J'ai Faudrait pris le acheter fil ton de ma livre du coup pour le découvrir dans l'ordre. Alors oui, il y a les cahiers d'exercices, il y a tous les ateliers que j'offre en ligne, et puis il y a surtout ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire une formation en ligne pour permettre aux personnes de pouvoir accompagner un jeune concernant les apprentissages. Et Mmh. c'est quelque chose que je veux horizontal. Donc il y a des choses que je vais offrir, enfin il y a des ateliers que je vais offrir et d'autres que je vais faire payer parce qu'il y a un modèle économique derrière, il y a une D'accord. réalité derrière ça. Pour en Euh, revenir à ce que tu disais, à la méthode que tu voulais dévoiler, peut-être que tu aimerais alors, approfondir? L'Anki, tu étais sur voilà. l'Anki. La parenthèse mnésique. Ah, je viens d'oublier ce que je viens de dire. Bah, le cerveau est très bien fait. Il oublie, il efface au fur et à mesure. Bienvenue au Oh, ça club, on est revient. pareil. Ouais, ouais, mais on est tous pareils. En fait, il y a Ouais. cette fameuse mémoire de travail qui prend les informations. Et il suffit que tu me fasses un pop-up ailleurs. Si Mmh. je ne l'ai pas mis en post-it mental quelque part, Mmh dans mh. le casque vidéospatial ou dans la boucle phonologique ou dans mon administrateur central, ah, j'utilise un peu les mots techniques, ça fait toujours bien. Et ben si, et c'est ça, c'est évanescent, mais ça reviendra. Quand vous perdez Oui, l'information, vous voilà, donnez. bien Ne cherchez sûr. pas, ça On reviendra. ira voir en tout En tout cas, cas, l'application Anki, A-N-K-I, pour faire les voilà, quiz, pour se faire des voilà, quiz et l'idée, se tester se tester ou et sinon simplement des cartes, des flashcards. En fait, mmh, des cartes comme ça, ouais, question-réponse, question-réponse, question, d'accord, question, excellent. réponse. Voilà. Hem, la connaissance de soi, Mmh. où est-ce que tu en es là-dessus? Est-ce que tu te connais? C'est quoi pour toi la connaissance de soi? La connaissance de soi n'est pas une gare d'arrivée, c'est un travail à long terme et de longue haleine. C'est un Mmh, travail compliqué, surtout que je l'ai entamé tard. Et tu sais quoi? Quelque chose, on s'attire. Alors, la loi de la synchronicité, c'est un peu particulier pour moi, hein. C'est quelque chose d'un peu évanescent. J'ai d'autres théories qui sont bien plus intéressantes. Je ne vais pas en parler, c'est autre chose. Mais en même temps, on va parler de tu peux en synchronicité. parler, tu sais sur ma chaîne, j'en parle Je vais de la connaissance. je vais J'ai une pas. émission, télévisée aussi sur laquelle on parle de Ah, génial. connaissance de soi, qui s'appelle Ah, Vivre ok. libre et Génial. on fait ça avec un auteur à l'île de la Réunion qui s'appelle Guy Roger et Ok. c'est un sujet selon moi qu'il faut rendre de moins en moins tabou et de plus en plus, démocratique, dans le sens où on l'utilise assez souvent pour la connaissance du moi, c'est-à-dire, le corps, tout ce qu'on fait avec ce corps et notre Mm. capacité à nous identifier à ce corps et la connaissance du soi, qui est ce qu'il y aurait au-delà dans la transcendance. Mais tu peux en C'est génial. parler, voilà. Je t'ai préparé pour la fin un petit exercice, un peu de travail avec les mots pour mettre un peu dans l'état, mais on le fera à la fin.
tu m'as parlé de la connaissance de soi, mais je vais utiliser simplement le mot synchronicité et pour que les personnes rebondissent et comprennent. Et vraiment super, quoi, vraiment super. La connaissance de soi, moi, ça fait depuis 20 ans que je milite en disant, voilà, je suis scientifique à la base et je leur dis, bah, il y a un centre, il y a des choses qui sont centripètes, tu vois, aller du centre vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le centre. Et si tu veux, on a mis de manière centrale le savoir. Les maths, le français, la lecture et l'écriture. C'est très important. Mais tiens, à un moment donné, et puis tout le reste, c'était périphérique. C'est-à-dire que à quel moment on juge ou on évalue le jugement, hein, j'aime pas trop, ou évaluer, j'aime pas trop. Mais on va dire à quel moment, pour rester dans le cadre scolaire. Synchronicité, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on va parler de cette fameuse évaluation. À quel moment, à l'extérieur, j'évalue, tiens, ma capacité à pouvoir être en empathie par rapport à l'autre. Que font les filles lorsqu'elles rejoignent leurs amis? Elles discutent, elles se regardent dans les yeux et elles ont une force et une valeur empathique. Ok. Et ça, c'est pas rien finalement dans le travail. Dans cette capacité à prendre du recul quand je suis DRH, et dire ok, je te comprends, je t'entends. Maintenant, voilà mes besoins, voilà tes besoins. Donc, ce qui est à l'extérieur, tiens, si on sortait ce savoir, c'est la tendance d'aujourd'hui, hein. On sort le savoir maths, etc. à l'extérieur et on met au centre, tiens, ce qu'ils appellent dans le monde de la sociologie les compétences sociales et dans le monde de l'entrepreneuriat les soft skills, les hard skills. Et aujourd'hui, ils en sont aux mad skills. Un mad skills, c'est simplement quand j'étais plus petit, rappelle-toi que quand tu étais plus jeune, ce que tu aimais. Alors, j'adorais les insectes. Ok, c'est un mad skills. C'est ce qu'on appelle un talent, quelque part. Voilà, Un talent. quelque part, un talent multiple, des intelligences multiples. En fait, tout ça, actuellement, on est dans ce balbutiement. Alors, je te montre un peu ce mouvement-là, ce n'est pas anodin. Si tu veux, c'est ce qu'on aimerait faire, mais en même temps, on se rend compte qu'on a besoin du savoir. Pour moi, nous faisons une grosse erreur, c'est que tout a une importance et tout est maillé, puisque je vais reprendre la chaire d'Edgar Morin qui parlait de complexité. Complexité, c'est tisser ensemble, c'est cette capacité intelligible et inintelligible, parce qu'il y a des forces qui viennent de l'extérieur, à pouvoir avoir des connexions qui se font sans le savoir. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un programme qui peut être figé, une stratégie qui, suite au programme, va être adaptée, et ensuite, toi, la capacité d'avoir une tactique. Maintenant, tu me parlais de la connaissance de moi et où j'en étais. Eh bien, comme je suis sur un cheminement, je suis sur le chemin, je te ferai un peu l'exercice tout à l'heure, tu verras, c'est assez rigolo ce qu'on peut faire avec les mots et l'organisation et l'enchevêtrement des mots. Eh bien, moi, sur le chemin, je travaille régulièrement, j'ai découvert un outil qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre où j'étais, c'était l'énéagramme. C'est un outil vieux comme la sagesse du monde, puisque c'est un outil soufi à la base. Et l'énéagramme, c'est 9 personnalités. Et je me suis rendu compte que j'étais d'un profil plus observateur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur la connaissance de moi, à force de rester avec des neuroscientifiques, on a décelé chez moi des éléments qui, pour moi, autrefois, j'avais l'impression que c'était une faiblesse, hein. Donc, je serais plutôt de tendance avec des troubles déficients de l'attention. C'est-à-dire que quand je suis en train de te parler, je suis obligé de te regarder. Je ne regarde pas mon écran parce qu'il y a une image. Et tu vois, je gigote pas mal. Donc, trouble Ah déficient ouais, je me posais d'attention. la question justement, maintenant je sais. Voilà. Tu vois, je bascule régulièrement entre la caméra et l'écran parce que je te vois en face. J'ai deux écrans. Donc, c'est pour ça que tu vas me voir gigoter. Donc, j'ai appris à me centrer, la respiration, la colonne droite. Les arts martiaux m'aident beaucoup. La respiration, le travail de respiration, de posture m'aide beaucoup. Donc, l'énéagramme. 2, je suis allé voir une neuropsy qui me suit. J'ai fait beaucoup de tests et à 40 balais, hein, je vais te dire un truc, à 41 ans, j'ai fait ces tests-là. Donc, il y a toujours un début, il n'y a pas d'âge en réalité, hein. C'est toujours intéressant de se connaître. Et je suis clairement HPI, haut potentiel intellectuel. Donc, j'ai une capacité très vite de réfléchir, de penser, d'être intéressé. Je fais de la divergence, c'est-à-dire que je vais te parler d'un sujet, je vais te parler de philosophie, d'un coup, tu vas me retrouver à faire de la mécanique quantique ou de l'histoire ou de la géographie. Tu ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un lien. Ensuite, petit à petit, si tu arrives à me suivre, tu vois, mon débit de parole le prouve aussi. Si tu arrives à me suivre, tu dis, ah mais oui, mais il a dit ça, en fait, c'est pour ça, ok. C'est pour ça que j'arrive à capter l'attention. Il y a ça. Et en même temps, je continue sur la connaissance de moi. J'ai aussi donc du coup, mécaniquement, ça crée chez moi une problématique neuronale où j'ai de la dyspraxie. C'est-à-dire que j'ai du mal à repérer la gauche et la droite.
Et les espaces, j'y arrive pas. Alors, si tu veux, j'ai une voiture, par exemple, j'ai une voiture, et ben, je suis jamais capable de savoir si je suis droit ou pas. Je rentre Ouais. dans des toilettes, je ne sais jamais si je suis parti à gauche et à droite. Donc, j'ai plein de repères visuels. Ça crée de la charge mentale. Tu vas chez les filles alors? Ah, non, c'est quand je sors. Quand j'arrive à repérer. Ouais, il y a de La l'idée, hein. distraction, ça va parler à un de mes amis qui écoute, Kylie, on t'envoie le bonjour, parce qu'il m'en parlait au Et téléphone l'autre jour. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont pas évidentes à vivre, et ni même à expliquer aux autres en société, mais avec lesquelles on peut avancer, évoluer quand même, créer, puisqu'aujourd'hui tu écris des livres, tu fais plein de choses. J'ai un Euh, bac+4, j'écris des livres, je suis voilà. enseignant. Et Ma ça, c'est force et cool. ma faiblesse et ma force. Ouais. Ce qui se passe, ce que je t'ai raconté hier, Mm. hier, je t'ai raconté, pas hier, mais là, dans mon hier, c'est-à-dire l'histoire du gars qui vient de plusieurs environnements, ça Mm. t'apprend à avoir une flexibilité intellectuelle et tu apprends à vivre au jour le jour et à avoir un plaisir à vivre au jour le jour. Parce que ton quotidien, il est dur, en fait. Mm. Surtout quand tu vis dans des bidonvilles. Un bidonville, c'était 3, 4, 5 morts par jour. Waouh. Et tu Là-bas te au posais Maroc? la question. Au Maroc et même en France. En France, quand je suis arrivé, moi, j'ai vécu dans une tente, quoi. Le temps Mm. qu'on nous trouve. Ensuite, je suis passé dans une cité de papetiers. Donc, c'est Germinal. Quand je voyais Mm. Germinal, je dis waouh, papa, t'as vu, hein, c'est un peu ce qu'on a vécu. Mais voilà, mais en même temps, c'est ta faiblesse, ta faiblesse et ta force. Et quand tu es enfant, retenez Mm. bien ça. Bon, effectivement, tu codes et tu codes beaucoup d'informations, mais quand tu es enfant, tout est sujet à transformation, tout est sujet à, à force de, à force de comment dire, ça crée en toi, je relativise à peu près tout dans ma vie. Quand je fais une conférence devant, je sais pas, 1000 personnes, je suis jamais stressé. On me dit pourquoi tu n'es pas ça. Il y a pas, donc tu peux être stressé ou avoir un petit stress, mais c'est jamais très fort. Voilà, parce que tu as vécu, en fait, voilà, tu as vécu dans la précarité. Et je parle même pas de ceux qui vivent sous les balles, quoi, hein. Ça doit être très, très compliqué. Voilà. Mm. Moi, j'avais quand même un peu à boire, un peu à manger. Il y a des moments, c'était plus difficile. D'accord. Voilà. Ça a frisé. Ouais, ça a Ah, frisé parce que ton écran là, ça va revenir parce que mon fils est en train de. Ah, c'est revenu. nous revoilà. Voilà. Donc il y aura une coupure, c'est pas grave, on se retrouve, ça arrive. Euh, Bien voilà, c'est sûr. mon fils en fait, il joue avec la connexion internet et puis après voilà, il enlève, il fait Fortnite. stop fort. Fortnite. Il arrive là, voilà. Là, il arrive par les escaliers, il est en train de monter, il va faire un ravage. Mais d'accord, je vois tout ce que tu es en train de dire et on voit pas mal d'environnement que tu as vécu. Est-ce que, avant de passer à la suite, tu aurais des questions à me poser ou pour faire un échange, une conversation ensemble? Est-ce que tu aurais des choses à me dire? Oui, bah tiens, je vais te poser une question. Tu m'as posé une question qui était très intéressante. Je vais te poser une autre question. C'est avec quoi tu aimerais que ton fils reparte là, maintenant, aujourd'hui? Là, il est à côté de toi. Sur la connaissance de soi, avec quoi tu aimerais qu'il reparte? J'aimerais qu'ils repartent avec de la joie, avec du bonheur, avec la Salut! capacité de, de s'affirmer. Dada! Salut! Voilà. Voilà, c'est la boule, ça. Salut, salut! En Ouais, fait, génial. c'est, il a beaucoup d'énergie Mhm. et c'est quelqu'un qui a besoin de découvrir sans cesse. Il a besoin de se développer, mais on vit dans un environnement qui est très restrictif. Par exemple, on vit dans un environnement, on a la nationale à côté de nous et du coup, il peut pas sortir dans la rue, mais lui, il le fait. Et il va faire plein de choses, il va transgresser plein de règles par rapport à d'autres enfants. Du coup, les nounous n'en peuvent plus. Heu, ils les épuisent les unes après les autres. Et du coup, on nous demande: «Mais comment vous faites à la maison avec?» Mais moi, je trouve que tout va bien en fait. Ça marche bien, ça fonctionne bien.
surtout si moi-même je me développe, si moi-même je suis vif. Parce que la vie, en fait, elle, elle se prend dans l'instant, sur le vif. Et quand on devient Mmh. adulte, on le prend sur le passé ou l'avenir. On Mmh. commence à fantasmer sur un futur hypothétique. On commence à devenir nostalgique pour le passé. Mais l'enfant n'a pas ça, c'est pour ça qu'il a énormément d'énergie. Et cette énergie, nous, si nous Mmh. l'avions en tant qu'adulte, eh ben, nous pourrions le sublimer, en faire quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir davantage apprendre de lui, de pouvoir davantage le suivre. Et que pour lui, ce que j'aimerais, c'est qu'il arrive à s'affirmer suffisamment pour un jour me dire: j'aimerais t'apprendre quelque chose, j'aimerais te montrer quelque chose, j'aimerais te faire découvrir quelque chose. Parce que selon moi, c'est le regard de cet enfant qui fait que le monde change et non pas la logique d'un adulte. Taga, daga, daga. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a l'émerveillement. Ouais, je te rassure sur le fait que les enfants, c'est tout à fait normal qu'ils aient cette activité. Ensuite, sur le regard du monde, effectivement, tu as raison. Mais en même temps, on doit leur apporter aussi cette finesse, ce savoir que nous, en tant qu'humains, on a cumulé dans le temps. OK. Et toi, en tant que papa aussi, tu as accumulé, mais tu l'as très bien dit et je peux que abonder dans ton sens. Donc, c'est magique. C'est super. C'est animé, tu vois, on est à la maison. C'est la Euh, vie. C'est la vie. C'est ça la vie, hein. Voilà. Passons à la suite. Très Euh, bien. Raconte-nous ton expérience avec les gens du développement personnel. Qu'est-ce que ça fait que ça peut être un risque ou un danger? Je te OK. laisse commencer par soit raconter une expérience personnelle que tu as vécue avec des gens du dev pro, ou alors de commencer par l'historique que tu avais débuté en commentaire d'une vidéo de Steve. D'accord. OK. Je vais commencer par peut-être faire un argumentaire sur le développement personnel et surtout ce que j'en pense et d'où je viens. J'ai une culture académique. Pour moi, il y a vraiment, j'ai un regard stoïcien. Voilà, j'ai un regard philosophique sur ce qu'on appelle le développement personnel, sachant que j'ai beaucoup parlé avec des personnes du développement personnel qui ont 70, 80 ans aujourd'hui et qui ont découvert ce mouvement parce qu'on doit faire la genèse, on doit savoir d'où ça vient, comment Raconte-nous. ça s'est mis en place en France. Allons dans Et la c'est genèse. Ça voilà. démarre Et du d'où coup, et où est-ce qu'on voilà, en est aujourd'hui? On est dans la voilà, où est-ce qu'on merde. en est? Oui et non, parce qu'il y a des voies qui s'ouvrent. Je vais Ah, juste faire un peu la genèse. vas-y. La genèse de tout ça, il faut savoir que nos grands-parents nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une reconstruction de l'Europe, on va dire du monde dans sa façon de voir les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes, mine de rien, prenaient du temps et se rencontraient beaucoup. Quand je dis les personnes, les chercheurs, les scientifiques, et il n'y en avait pas tant que ça. Et quand ils se rencontraient, il y avait une émulsion qui se créait. Je pense à l'éducation nouvelle en 1920, je pense à l'école de Palo Alto en 1960. Et le développement personnel, en fait, de ces rencontres de plein de scientifiques, de plein de chercheurs, de plein de philosophes, aujourd'hui, on le fait un peu plus. Il y a 10-15 ans, on le faisait moins, on mélangeait moins les personnes si tu veux. Autrefois, il n'y avait pas cette. Si tu veux, le scientifique était aussi bien mathématicien que littéraire, que philosophe, que professeur, que enseignant, qu'écrivain, etc. Donc, il ne se posait pas la question. Enfin, il y avait une sagesse derrière ça. Et si tu veux, après les années 60, 60, 70, il a fallu trouver des outils pour permettre à chacun de s'émanciper. Et il faut savoir que dans ces années-là, tiens, c'est pas un hasard. Aux États-Unis, il y a eu comment dire, tout ce dialogue autour de devenir. C'est ce qu'on vit actuellement en France. Hein. Enfin, ce qu'on a vécu, c'est en train de se déchanter là. Les gens, ils sont en train de retomber sur leurs pattes. Et il y avait eu, et même les Américains d'ailleurs,
Donc, dans les années 70, il y a devenez entrepreneur, vous devez investissez, c'est le moment, on a vécu des choses, libérez-vous, libérez la femme, libérez l'homme. Enfin, il y a eu tout ce discours un peu, on va dire, libéral. Et pour devenir entrepreneur, vous travaillez sur la vision, mission et valeur. Tiens, on retrouve ça dans le développement personnel. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est enchevêtré avec d'autres choses. Donc, ce qui est un peu ésotérique, ce qui est un peu sectaire, etc., etc. Donc, la genèse, elle vient de là en réalité. C'est-à-dire que des scientifiques et des chercheurs ont mis en place, ont mis en avant des concepts extrêmement puissants et qu'à côté de ça, aux États-Unis, il y a eu ce mouvement de devenir entrepreneur et libéral. Ça s'est enchevêtré et donc on a développé ensuite, tu sais que par rebond, ce qui se passe aux États-Unis, nous on l'a par le biais, on l'a eu par le biais de quoi? D'Hollywood en fait et des séries américaines. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et ça a été quasiment mondial, enfin, occidental en tout cas. Après, d'autres pays ont vécu d'autres choses. Mais voilà, c'est un peu la mouvance en fait du développement personnel. Donc D'accord. voilà. Et bah, il y a eu entre-temps, bah, il y a toutes des personnes comme moi qui lisent Deleuze, qui lisent Derrida, qui s'intéressent à Edgar Morin, voilà, qui sont capables de lire du Spinoza ou qui sont capables de citer, je suis capable de citer du Rousseau ou de te reprendre des ouvrages de Machiavel. Mmh. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Tu lis le Prince de Machiavel, par exemple, et tu as ce que propose Dale Carnegie. Mmh. Voilà, copier ce qui se passe. Voilà, tu lis. Voilà. Je vous ai donné deux pistes là. Regardez, lisez les deux choses, vous allez voir. Ah oui, et vous dites ah oui, bon, c'est pas Mmh. mal. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, c'est pas anodin ce que je t'ai dit dans les années 70. Quand tu montes une entreprise, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de vendre ton produit, donc d'aller chercher la frustration ou de créer la frustration auprès de l'autre. Donc, Mmh. captation du besoin et du désir. Donc, il y a eu toute cette enveloppe ensuite donc tout le développement personnel. Pour moi, c'est aussi enrobé de tout ce qui est sciences cognitives, ingénierie sociale, marketing, tu vois. Et ça s'est un petit peu enrobé dans les années 80-90. On le sentait ça déjà. Là Mmh. aujourd'hui, on a vraiment c'est vraiment globé dans le marketing. Si tu veux, tu peux pas faire du développement personnel Mmh. aujourd'hui sans faire du storytelling. Mais storytelling, c'est juste le pitch de l'entrepreneur quand il a besoin de vendre son produit auprès d'autres investisseurs. Et en Mmh. réalité, c'est cette vision-là que j'ai. Donc moi, quand j'ai mis le commentaire en dessous. Donc, je n'ai pas cité le nom parce qu'en plus, j'ai eu des soucis avec cette personne. Donc, je ne citerai pas son nom. Et voilà, on en parlera en off si tu veux. Mmh. Donc, quand j'ai mis ce commentaire-là, je leur dis attention. C'est ni bon ni mauvais, les outils sont extrêmement puissants, mais faites attention. Faites attention, mettez-vous des garde-fous, ce qu'on ne fait pas. Et dans tout ce qu'on vous propose, il y a du marketing. Donc, comme il y a du marketing, il y a de l'ingénierie sociale. Comme il y a de l'ingénierie sociale, il y a de l'influence et de la manipulation. Ça n'existe pas. Bon, c'est pour ça qu'il y a des best-sellers et des milliers de livres qui vendent. Par exemple, on a Jouer les Beauvois, Le pied dans la porte, petite manipulation, petit traité de manipulation qui s'est vendu à Mmh. des millions d'exemplaires. Mmh. On a les travaux de Cialdini. On a toute la neuroscience, neuroéducation, le neuromarketing. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Dans les discours que j'entends, il y a une construction qui est faite autour du développement personnel que j'apprécie finalement, même si moi je parle pas de ça, je parle pas de développement personnel. Je parle d'autre chose, je parle d'efficacité personnelle, de connaissance de soi. Je suis un peu plus humble là-dessus parce que c'est une démarche assez empirique déjà à la base, mais aussi de profondeur à long terme. Et du coup, quand je t'ai mis les commentaires par rapport à Steve, je lui ai dit attention, d'abord connaître la jeunesse, d'où ça vient. Donc, d'où ça vient. Et j'en ai discuté moi avec des grands patrons, entre autres Thierry Boiron des laboratoires Parent, qui disaient moi le développement personnel, j'ai connu ça dans les années 80 et c'était vraiment pour développer mon entreprise, c'était pas une start-up. Tu vois, même moi j'ai une déformation de langage, mon entreprise, je trouve ça génial. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dévoyé, c'est un mot, voilà, il y a une contre-culture en plus qui s'est développée derrière ça. Et puis il y a Mmh. des attaques qui se font aussi, le développement personnel auprès de philosophes auprès du développement personnel et ainsi de suite. Donc, on ne s'y retrouve plus. Enfin, moi, je ne m'y retrouve pas. D'où le commentaire. Faites la genèse, allez voir ailleurs si j'y suis. Allez voir d'autres sources d'informations, croisez vos informations. Soyez zététiciens, c'est-à-dire posez-vous des questions. On revient sur le pourquoi, le Ça me quoi, le rappelle comment. une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur qui a fait fortune dans l'immobilier, notamment dans la défiscalisation, et qui me disait Mhm. qu'il avait rencontré un des patrons d'une des plus grandes sociétés de l'immobilier aujourd'hui dans une rencontre développement personnel aux États-Unis.
Et ils s'étaient assis côte à côte, deux Français qui se retrouvent aux États-Unis face à un coach en développement personnel qui est en train de leur dire: vous pouvez obtenir ce que vous voulez dans votre vie, tant et si bien que vous arrivez à orienter vos pensées vers ce que vous voulez, le désirer très fort, le visualiser et tous ces outils-là. Et il me dit, ce gars-là qui était assis à côté de moi, aujourd'hui, il dirige la bourse de l'immobilier, qui est l'une des plus grandes, sinon la plus grande société Mmh. d'immobilier avec le plus d'agences en France. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aimerais être dans 20 ans, dans 30 ans? Il disait, j'aimerais être le premier. Et il y est arrivé. Et en fait, quand Maxime m'a raconté ça, j'étais en train de me poser la question, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, moi? Parce qu'il y a quelque chose qui résonnait pas. Il y a quelque chose qui allait pas. Et il y Mmh. a j'avais comme un panneau de signalétique qui me disait: «Danger, ne pas y aller». Et d'un autre côté, quelque chose qui me donnait vachement envie d'y aller. Et et j'ai toujours eu cette observation dans ma vie où je regarde ceux qui disent: «Ouais, c'est là le choix, c'est là la solution, c'est là le» je regarde la vie de ces gens-là. Je regarde heu, leur niveau de paix. Mmh. Et quand je vois qu'il n'y a pas la paix, quand je vois qu'il n'y a pas cette tranquillité d'esprit, qu'en apparence et dans l'image, il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui est super performant, qui donne envie, que tout le monde veut s'arracher, mais à l'intérieur, c'est un ravage, c'est un carnage en fait. Et je ne sais pas si les gens qui nous écoutent en sont conscients, mais même les plus grands coachs peut-être qui sont en train de suivre, hem, dans leur vie personnelle, dans leur quotidien, il y a un truc qui va pas. Et moi, quand je suis allé chercher plus loin là-dedans, j'ai découvert des choses que j'aimerais partager ici aujourd'hui, mais j'aimerais que toi aussi tu nous dises, qu'est-ce que tu vois toi comme danger, comme risque à ce développement personnel? Comment tu vois ça, ce que je suis en train de dire? OK, je suis tout à fait d'accord avec toi puisque, en réalité, tu me dis tu m'as dit tu m'as donc si je reprends ce que tu m'as dit, il y a une notion qui est fondamentale. C'est devenir le premier. Une fois que tu es le premier, et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Une fois que tu es le premier, qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, comme je te disais, moi, je t'ai fait une introduction en quelque chose de très horizontal. Aujourd'hui, avec le coronavirus, j'ai pu me cultiver sur qu'est-ce que c'était que le marché. Il y a des ouvrages, d'ailleurs, alors, du coup, moi, je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais il y a une notion d'état profond. C'est-à-dire qui dirige réellement, qui commande réellement. Et je me suis rendu compte, par exemple, on va prendre un cas de développement personnel qu'on me surinait régulièrement, et que je trouvais très, très intéressant. C'est Père riche, Père prof de Kawasaki. Ok, Kawasaki, je le prononce mal. Mais Père riche, Père prof. J'ai trouvé l'outil, le livre, pertinent. Il y a eu une histoire, son histoire. Je trouvais ça pertinent. Mais en fait, le mec, il t'explique simplement comment devenir trader en réalité. Pourquoi te faire chier à faire du développement personnel? Va directement chez Wall Street et deviens trader. C'est ce qu'il explique. En fait, il explique le marché. Et ça, c'est Mmh, un chemin. Un mec mmh, qui te propose qu'un seul chemin, il y a un problème. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plein d'autres chemins. Il y a l'allocratie, tu as tout ce qui est fédéralisme, etc. Donc, tu as plein d'autres chemins. Et si tu veux, ces personnes-là sont des prêteurs rhétoriques. On en parlait. Tu vois, c'est des personnes à- qu'on a formées parce que ça fait partie aussi d'entrepreneuriat, de former à la communication, à la capacité à pouvoir exprimer et articuler une pensée juste. Tu Moi, vois, il me semble en que partant de tout ça, ça croyances. fait partie d'une sorte d'idéologie, Hmm. une idéologie très bien structurée, Oui, avec des orateurs et qui ne sont pas les créateurs de l'idéologie, mais qui sont ceux qui le prônent. Ils le oui, prônent bien à sûr. travers des livres, des conférences, à travers l'œuvre d'une vie. Et moi, Hmm. je trouve qu'il y a une constante dans ce qui est dit. Par exemple, abandonner le salariat, devenir entrepreneur, c'est quelque chose, c'est une idée qui sert en premier lieu la haute bourgeoisie et l'aristocratie de l'économie. Parce que j'imagine si j'étais une famille qui possédait Amazon, Facebook, de grandes entreprises, je préférerais
eh ben, que les gens soient freelance plutôt qu'ils ne soient salariés à payer des cotisations. Je préférerais me débarrasser du salariat. Donc, ce Mhm. débarras du salariat passe aujourd'hui par l'avancement du développement personnel. Et l'attaque qui est faite au prolétaire, à celui qui n'a que sa force de travail pour pouvoir s'en sortir, à celui qui sort du bidonville, à celui qui est dans la misère et dans la galère, l'accroche qui lui est faite n'est pas nécessairement le fait de lui dire: «Écoute, maintenant tu vas mieux servir nos familles. Maintenant, tu vas la fermer et tu vas te crever à la tâche pour pouvoir nous défendre, nous protéger, nous et nos valeurs». Non, c'est pas ça qu'il lui est dit. Il lui est dit un autre discours. Tu peux devenir riche, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie, tant et si bien que tu te donnes de l'effort. Et tout, comme sous cette communication, la réalité est noyée, eh ben, on se retrouve face à des milliers de gens qui vont vers une sorte de ruée vers l'or pour pouvoir acquérir plus, avoir plus, se développer et pendant qu'ils le font, ils se développent et certains réussissent et en témoignent. Mais on est en face d'un biais du survivant, c'est-à-dire face à 10 personnes qui ont réussi, il y en a peut-être 100 000 ou 1 million qui sont toujours en train de galérer, voire même qui sont dans une situation pire qu'ils ne le sont avant d'avoir commencé le développement personnel. Tu as C'est tout comme ça que je le résumé. vois, mais c'est peut-être un peu trop violent. Bah, ce que tu viens de dire, c'est une mécanique en fait. Et c'est vrai que tu vois, tu as étayé mes propos, donc parfait. Je ne change pas une ligne de ce que tu as dit. Et tu vois, tu as ce biais de conformité, cet effet de loupe aussi, ce biais de loupe. Et tout ça, c'est noyé sur le storytelling. Donc, on peut pas. Pour moi, c'est pour ça que mon propos a commencé, qu'on ne peut pas enlever le développement personnel avec le côté économique aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Et alors que j'en ai eu une profonde estime et que je le voyais différemment. Ok, je le voyais de manière différente, tu vois. C'est un échange ou des protocoles d'échange qu'on a ensemble en réalité, qui font qu'on augmente l'humanisme. Ça un peu le soufisme et l'autre romance, tu vois. Si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi, donc j'ai tout intérêt à faire du bien à l'autre. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, un deuxième pan, voilà, tu as réussi avec brio à rebondir sur ma pensée, et je pense que c'est une pensée complexe, et l'idée, ça serait d'aller plus loin et de discuter avec des gens, même voir des contradicteurs. Mais en même temps, tu es devenu millionnaire grâce à tes outils, grâce à ta capacité à pouvoir mettre en œuvre du marketing. C'est compliqué pour la personne de dire non, non, c'est nul, c'est pourri. Mais sauf que c'est ce que tu disais, pour ta réussite, combien on en a mis sur le carreau, et tu utilises des termes et des mots et du vocabulaire. Et là, on va en venir au deuxième point, les structures. Les structures de phrases sont des structures hypnotiques. Et avec le Covid, il y a des médecins qui en parlent et qui en parlent très bien parce que même les médias l'utilisent. Et on le fait de manière très naturelle. Les structures hypnotiques, ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit avoir peur. C'est simplement ramener l'inconscient à ce qui est conscient parce que c'est inconscient. Et en réalité, par exemple, tu verras beaucoup dans beaucoup de structures de phrases qui t'amènent sans le vouloir, à cause de ton fonctionnement que tu ne connais pas. Et là, c'est pas forcément il y a une responsabilité à avoir soi, mais c'est pas forcément la faute des personnes qui subissent ça, parce qu'ils le subissent, parce qu'ils n'ont pas le moyen de se défendre contre ça. Donc, il y a quelque chose dans l'éducation qu'on aurait dû apporter sur se défendre contre ça. Je te donne un exemple concret. Là, il y a une vidéo d'un médecin urgentiste de l'IHU de Marseille qui parlait du coronavirus, etc., qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec les conflits. Il dit simplement, voilà, depuis que je m'occupe voilà, de la réanimation, voilà ce qu'on fait en réanimation. On utilise des phrases, on utilise des structures hypnotiques. Je vais vous parler du yes set. Donc, acquiescer un oui. Est-ce que vous êtes assis? Oui. Donc, voilà. Est-ce que vous me tenez la main? Oui. Est-ce que vous pensez que si je vous pique, vous allez avoir. Est-ce que si je vous fais la piqûre là, vous pensez que ça va vous faire du bien? Lui, il a peur de la piqûre, mais comme il est déjà dans le oui, son cerveau dit automatiquement oui. C'est l'heuristique du cerveau. Donc, on pourrait parler pendant des heures, mais l'idée, ça serait peut-être de faire des ateliers, de sortir un peu toutes les phrases et de dire tiens, là, regarde, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ah ok, donc je suis pas responsable. Donc si moi je ne lis pas, c'est pas de ma faute parce qu'on m'a jamais appris. T'inquiète pas, si tu ne lis pas et qu'on t'a jamais appris, je vais te donner les bons outils. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Pour moi, c'est ça Oui. qui pose Mm. vraiment. C'est le deuxième point qui pose problème. C'est-à-dire que est-ce que je suis capable de me défendre face à des injonctions qui peuvent parfois créer des tensions. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des tensions
qui peuvent créer de la dissonance chez moi. Mais en même temps, troisième chose qui est dangereux par rapport au développement personnel, c'est l'effet de levier de foule. C'est-à-dire qu'une somme d'individus fait une masse et cette masse, Ouah, on met dans une ambiance. Et les Américains, ils ont cette culture, c'est dans leur gène. J'y ai vécu j'y suis allé pendant 3 ans non-stop au Québec, à Los Angeles, et c'est dans leur culture. Et en même temps, comme c'est dans leur culture, ils ont de quoi se défendre. Et nous, occidentaux, Descartes, siècle des Lumières, on est assis, on dit wow, c'est génial. Et bah oui. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, du coup, bon, pour créer tout ça, Mais pour même lier tout celui qui est ça, aux États-Unis et qui est dans une salle bondée de personnes qui disent la même chose, qui pensent la même chose, il est entraîné immanquablement, de façon mécanique, dans la pensée collective. Un individu, sa pensée ne tient pas plus de quelques secondes face à la pensée d'un collectif. bien Et pour sûr, c'est devenir les trois. autonome au niveau de sa pensée, de sa réflexion, ça demande un certain effort. Par exemple, de lire par soi-même, de réfléchir par soi-même, de commencer à engager une conversation par soi-même, de refuser certaines idées, d'opter pour certaines autres, de s'orienter par soi-même. Et quand on est dans une ambiance de pensée collective, eh ben, c'est très facile de se laisser entraîner et alpaguer. Et la Mhm. répétition qui est donnée dans la pensée, je pense notamment à ceux qui envoient des contenus régulièrement, par exemple par mail ou ailleurs, même à la télé, avec des publicités qui reviennent, même sur YouTube aujourd'hui ou Facebook, des mêmes phrasés qui reviennent. Ça fait que la personne qui est en face de ça, même si elle n'est pas convaincue au départ, petit à petit, elle acquiert de la conviction. Mais cette conviction ne vient pas de son raisonnement, de son acquis social, de son histoire. Elle vient en fait d'une répétition d'un mantra qui lui a été donné en lui disant: «Faut faire de l'argent, faut faire de l'argent. La liberté, c'est l'argent. La liberté, c'est l'argent. La liberté, c'est l'argent». Et un peu comme nos ancêtres faisaient lorsqu'ils priaient, heu, les esprits, les âmes avec leur chapelet en faisant des mantras, tu vois? Il y a aussi des Mhm. mantras en hindouisme qui sont là pour aller dans la libération, tu vois? Mais la libération ultime. Et ce qui fait que le cerveau se met sur la même longueur d'onde que ce qu'il y a de plus élevé dans notre existence. Et ben là, elle se met juste sur la même longueur d'onde que l'argent. Liberté égale argent. Liberté financière, liberté absolue, c'est quand tu as l'argent de faire ce que tu veux dans ta vie. Et une personne qui est au milieu de ça, en train de penser ça de façon répétitive, elle a même pas conscience qu'elle est en train de se faire éduquer, de se faire instruire dans ses profondeurs, à quelque chose, non pas qui le mène à sa perte, mais qui est en train de le tordre dans tous les sens pour l'amener dans une direction. Et ça me rappelle une jeune étudiante que j'étais en train de coacher il y a quelques jours et qui était prise dans l'étau de ces pensées-là. Elle allait voir des formations sur Instagram, sur Facebook, sur ceci, sur cela, pour réussir, pour faire ça. Et elle avait le même problème qu'ont souvent les gens quand ils sont dans des sectes, tu sais? Que le monde à l'extérieur de cette idéologie-là ne comprend rien, que nous avons la vérité et cetera et cetera. Mais on ne pouvait pas vraiment identifier le gourou puisqu'il y en a plusieurs. Tu vois? Ce sont des pensées, les gourous, Mhm. les et ça l'a menée vraiment dans un inconfort où elle ne savait plus quoi faire. C'était tous les jours, elle regardait les vidéos de développement personnel, tous les jours, elle entendait des choses sur la motivation, mais elle était comme prise au piège. Le piège depuis lequel on n'arrive plus à s'engager dans une action. Et moi, j'aimerais voir, est-ce que toi, tu ressens la même chose? Est-ce que c'est pas ça? Par exemple, j'ai vu que dans le passé, tu avais relation avec David Laroche, par exemple. Comment ça s'est passé avec lui ou avec d'autres? Ok. Est-ce que tu as vu les gens qu'il y avait autour? Comment ça se passe?
Ok. Du coup, je reviens sur tes propos. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je ferai un petit exercice pour vous montrer le pouvoir des mots. Et effectivement, on va prendre un cas tout simple. Moi, j'aime bien les appeler, tu sais, le loup de Wall Street résume tout. Pour moi, le loup de Wall Street, ça résume absolument tout ce qui se passe actuellement sur le travail qui est fait. Ensuite, il y a attention, hein, un modèle économique, c'est quand même important. Hein, penser à soi, pour moi, j'ai ce besoin de confort. J'aime que les choses soient belles, de la belle pierre. J'aime bien acheter des tableaux, j'aime l'art, j'aime aller au théâtre. Ça me coûte une fortune. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'argent pour nourrir ces besoins de beauté artistique. OK? Donc, il y a le modèle économique qui est important. Maintenant, tout ce que tu as dit en termes de mantra, d'organisation des mots, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que la problématique qu'on a, c'est que le développement personnel aujourd'hui, pour moi, est noyé derrière le marketing. Et c'est vrai qu'avec des techniques d'influence et de manipulation, nous pouvons amener une personne A vers un point B, C, D, E et F. Ce n'est pas possible. Écoutez, si vous ne me croyez pas, allez en parler, allez dire ça aux médecins urgentistes, allez dire ça aux gens qui mettent des milliards sur la publicité, allez dire ça à Amazon, allez dire ça à Google. On l'accepte, allez dire ça aux sportifs de haut niveau. On accepte pour les autres, mais pour nous, non. Mais c'est des biais bien connus parce que ça nous challenge. Un. Deux, le confort d'être. À un moment donné, tu es tellement isolé aussi de toi et des autres que tu ne te connais pas, tu ne te comprends pas. Donc, quelqu'un qui te rassure, il dit t'inquiète pas, tu vas y arriver, je crois en toi, c'est possible. C'est très facile de l'amener d'un point A vers un point B, C et D. C'est ce que tu disais. Donc, j'abonde largement sur tes propos. En plus, tu as apporté des clés de compréhension et d'ouverture pour ceux qui ont envie de les entendre, ceux qui ont besoin de les entendre. Communication non violente, première règle, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui ne communique pas. Deuxième règle, quelqu'un que tu vas challenger va toujours dire non, c'est pas vrai. C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'il a compris ça, par contre, là, tu peux ouvrir des cases. Hmm. Maintenant, tu vas parler, moi, je ne vais plus citer leur nom parce qu'ils ne m'intéressent plus. Effectivement, j'ai eu une histoire avec des personnes autour du développement personnel. Hmm. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu la construction en 2012 de cet univers-là, sachant que du coup, encore du marketing, c'est qu'il y a eu en 2000, en tout cas en Occident, l'avènement d'Internet, 2010, les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui était web marketing a explosé à cette période-là, sachant que ceux qui étaient en avance, et c'est ça qui me dérange aussi, c'est qu'il y a un copier-coller avec les Américains qui est juste hallucinant. Et il y a plein de youtubeurs qui se sont fait épingler pour ça, Hmm. qui avaient des millions de vues. Et le youtubeur américain a dit attention, regarde, pourquoi tu me copies mot pour mot, phrase pour phrase, geste pour geste, intonation pour intonation. Et ça, c'est la pensée unique, c'est pas la création d'une pensée complexe. Je reviens à ce que je disais, j'ai une culture académique et philosophique. Hmm. Ok, donc moi j'ai vu la construction et donc j'ai vu que donc déjà il ne faut pas minimiser le génie et le pouvoir d'agir de ces personnes-là. Ils ont du génie, hein. Hmm. Ils ont du génie. Ils sont très intelligents, très très intelligents. Socialement, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. J'ai trouvé que les relations, du fait qu'ils avaient intégré beaucoup d'outils, socialement, il manquait, comme tu as dit, cette intuition, ce rapport à l'autre altruiste et simple. Donc ils ont développé quelque chose de compliqué en eux qui fait qu'à un moment donné, chaque relation, est-ce qu'il est intéressant, pas intéressant, est-ce qu'il va me dire ce qu'il faut me dire, est-ce qu'il va me poser des questions, est-ce qu'il est dans le même mood que moi ou pas. Est-ce Donc qu'il ça, fait, c'était problématique. est-ce qu'il fait partie des 5 personnes qui vont changer ma vie et qui Ça, il m'entourent? y a quelque chose de mécanique. Il y a quelque chose de Il y a une mécanique, ouais. Il y a une installation mécanique, il y a une installation mécanique, il y a une installation mécanique c'est des métaprogrammes qu'ils ont. Enfin, moi, je pense que c'est très connecté. Ils déconnectent des choses, ils reconnectent des choses, Hmm. et ça devient très mécanique. Tac, tac, tac. Est-ce que lui va me rapporter ou pas? Voilà. C'est mécanique Ça et fonctionne c'est à pas complexe. l'intérêt C'est personnel binaire. qui d'un centre en demande en soi. Je te dis, Ouais. Et c'est ça fait binaire. que moi j'ai remarqué par exemple qu'il y a une incapacité à comprendre des enjeux d'ordre politique. C'est-à-dire il y a un rejet Oh, des phénomènes d'ordre social et politique, par exemple des grèves. J'ai vu certains d'entre eux qui disaient mais les grèves c'est une honte, tout le monde devrait pouvoir travailler ah, mais oui. jusqu'à pas d'âge. Je pense qu'en Regardez Warren Buffett, il travaille alors qu'il a 80 ans. Mon œil, le gars il n'est pas ouvrier, le gars il n'est pas maçon. non, mais voilà. Je C'est un veux dire, oisif il y qui a. profite de sa bourse et en fait qui fait travailler les autres par contre et qui Tu travaille pointes du son doigt. image pour que les gens acceptent de travailler pour lui, pour que les gens le Tu pointes. vénèrent. Et moi, il y a quelque chose qui me pose un problème.
le fait que quelqu'un vénère quelqu'un d'autre. Le culte de l'image, le culte de la personne euh, mène toujours et va souvent à des impasses Bien sûr. relationnelles. Et quand une de mes amies m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui trouves à un tel ou à un tel pour le critiquer? Je lui dis, c'est pas une critique de la personne que je fais, qui fait du développement personnel. C'est un autre regard sur ce qui est proposé. Et comme ce qui est proposé a été fusionné avec la personne, qu'il s'appelle Steve, David Laroche ou quelqu'un d'autre, eh ben, moi je les cite parce que c'est important. Quand Oui, quelqu'un bien comme sûr. Olivier, quand quelqu'un comme Olivier Roland va critiquer des grèves de retraités parce que ils font trop de bruit, parce qu'ils ne comprennent pas la chance qu'ils ont, parce qu'ils devraient entreprendre au lieu d'être salariés, il y a une incompréhension du phénomène social et politique qui est en train de se produire, qui met en jeu des forces de classe, des Et puissances ne- et des asymétries Hmm. de, de connaissances et d'accès au C'est une pouvoir. lecture. C'est des lectures qui Hmm. sont biaisées en fait. Et, Oui, oui. euh, Et et, et comme c'est fusionné à la personne, c'est-à-dire il ce que dit, tu moi je suis ça, moi mon histoire, tout le storytelling de l'individu, à l'intérieur est brodé son idéologie qui refuse tout ça. Donc je suis obligé d'en parler, je suis obligé de le citer. Ça n'a rien contre lui. Et je ne vise pas l'individu, mais je reconsidère la pensée. Et j'ai une amie, Céline, qui me disait, mais comment tu peux te faire la différence entre le bon grain et l'ivraie? Je lui dis, c'est très simple. Si tu prends l'origine de toutes ces pensées, elles viennent d'enseignements spirituels, sacrés aux philosophes, des nobles philosophes. Toutes. Mais à un moment donné, si tu regardes la stature de ces hauts philosophes, si tu prends Sénèque, par exemple, si tu prends des enseignements tels que dans le sophisme ou dans l'ésotérisme chrétien même, il y a toujours à un moment donné où on te donne un outil qui n'existe pas à l'intérieur du développement personnel. Cet outil, c'est le détachement, l'abandon de tout intérêt. Hmm. Et ce détachement-là, aujourd'hui, il a été travesti, transformé en venez dans le moment présent, lâcher prise pour profiter du pouvoir d'attraction. Ça a été reformulé. Mais dans les traditions spirituelles, dans les traditions de conscience humaine des plus élevées, il y a un, un aspect de l'abandon de toute matérialité, c'est-à-dire de tout désir d'argent, de tout désir de mieux demain. Et ça, c'est une perspective avec laquelle on n'est plus du tout accoutumé. Tu vois, c'est pour ça que des termes comme la charité, qui vient de la racine du cœur, l'étymologie, est devenu de la philanthropie. Parce que le sens qu'on y a mis, c'est gagne de l'argent et puis donne ensuite. Le storytelling américain fonctionne comme ça. Le père de Dale Carnegie, Andrew Carnegie, disait je vais devenir milliardaire une moitié de ma vie et l'autre moitié de ma vie, je vais m'amuser à donner ce que j'ai gagné. Des barons de la drogue ou de l'alcool sont devenus de véritables prophètes en leur temps parce qu'ils ont redistribué une partie de leur richesse. Alors que pendant des années, ils ont rendu des gens alcooliques, ils ont rendu des gens souffreteux de la cigarette. Et, et c'est ça qui me semble extrêmement dangereux. Parce que aucun maître soufi n'est venu dire suivez-moi. Aucun d'entre Oui. eux n'est venu dire cette connaissance, elle est à moi. C'est mon histoire qui fait que je suis ça maintenant. Aucun maître hindou, si tu regardes Maharishi, depuis Maharishi jusqu'à Shankaracharya, t'en verras aucun qui dira moi j'ai fait ça, moi j'ai réalisé ceci, moi j'ai réalisé cela. Tout ça, c'est la société que nous avons créée avec ce moi et dont on n'arrive pas à se défaire. Et moi je dis c'est la souffrance qui est contenue dans ce moi qui nous embête aujourd'hui. C'est la cause de notre souffrance. Et on ne veut pas le voir parce qu'on enrobe tout de positivisme, on enrobe tout de ah mais non, on ne reste pas dans la souffrance, agis, va dans l'action, fais quelque chose.
Et puis, motive-toi pour transformer ta vie. Et tu auras une vie intéressante le jour où tu feras un dîner dans un restaurant étoilé, etc. Alors qu'en fait, l'authentique humain n'a jamais eu besoin de tout ça. Et Pierre Rabhi le raconte bien dans son manifeste. Il dit qu'à une époque, dans son village, il y avait la pauvreté en Algérie, mais il n'y avait pas de misère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'opulence, on faisait avec ce qu'on avait, mais il n'y avait pas de miséreux, c'est-à-dire des gens au bord de la rue, des gens qui n'ont vraiment rien, des gens qui sont abandonnés de tous. Parce que la charité, le don, faisait que tout le monde avait de quoi tous les jours, même celui qui n'avait pas de travail. Mais un jour, il y a eu le business qui est venu. Les Français sont arrivés, les investisseurs sont arrivés, ils ont commencé à exploiter une mine. Ils ont proposé un salaire aux gens. Les gens ont abandonné leur pauvreté, entre guillemets, et sont rentrés dans un mécanisme où il fallait gagner plus. Donc, ils rentraient tous les soirs, noirs de suie, fatigués par un travail harassant et répétitif. Il fallait bien les convaincre d'y aller. Donc, il fallait qu'ils aient plus de confort grâce au salaire, etc. Et comme ils l'avaient durement acquis, ils avaient du mal à le partager avec d'autres. Comme ils l'avaient acquis dans un système très mécanique, ils avaient du mal à faire acte de philanthropie. Ce qui a fait que petit à petit, tous les commerces se sont éteints, les artisans sont partis. Toute cette connaissance qu'il y avait déjà. Le père de Pierre Rabhi a commencé à être au chômage alors qu'il était forgeron. Il ne pouvait plus forger, plus personne ne voulait d'outils pour aller cultiver la terre, par exemple. Donc lui, il n'avait plus de travail. Il a été obligé de devenir manager de mineurs, par exemple. Et ça, c'est exactement la société qu'on a aujourd'hui. Et c'est l'un des élèves, justement, d'un des philosophes que tu as cité, Derrida, qui s'appelle Bernard Stiegler, feu Bernard Stiegler, qui disait qu'on s'est prolétarisé parce qu'on a perdu notre connaissance, nos savoir-faire, nos savoir-être, en les donnant à quelqu'un d'autre. Et on est rentré dans des habitudes de vie assez néfastes au niveau alimentaire, au niveau médiatique, au niveau de l'information qu'on a. Et puis, on n'arrive plus à s'en dépatouiller. Même lui, il disait, même moi, qui suis en train de vous parler, je suis dans cet état-là parce qu'on va dans un état d'entropie. C'est-à-dire, comme on veut toujours plus, on va créer on va créer des perturbations dans, dans toute la thermodynamique de notre existence humaine sur la Terre. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec le climat, etc. Et on a besoin de négantropie, lui dit. On a besoin de l'inverse. C'est-à-dire, on a besoin que des choses meurent. Mais comme on entretient illusoirement nos images, on ne va jamais dire qu'il faut que mon image meure. On dit qu'il faut que mon image perdure, que j'ai un bon watch time sur YouTube, que les gens me suivent, que j'ai plus de vues, que j'ai plus d'abonnés, que j'ai plus d'argent. Et en fait, en faisant ça, eh ben, on bouleverse un certain équilibre. Et quelqu'un qui dirait, moi demain je veux être millionnaire, tel que c'est vendu de partout, ce serait comme un arbre qui dirait, il me faut 1 million de fois plus de feuilles que l'arbre qu'il y a à côté. Tu imagines bien qu'un arbre comme ça fout la pagaille dans la forêt. C'est prêt à brûler toute la forêt pour sa propre existence. Tu vois, le nombre de gens qu'un gourou du développement personnel a rendu pauvres avec des formations hors de prix, sans même qu'il y ait de résultats derrière, hein, parce qu'on ne le dit pas, on montrera juste le résultat qu'il y a eu. On n'en parlera jamais. Mais aujourd'hui, on voit bien que la forêt brûle. Et cette forêt qui brûle, c'est à cause de notre ego qu'on n'a pas voulu faire mourir, qu'on n'a pas voulu maintenir sous l'eau le temps qu'il, on va dire, qu'il s'arrête de dire je veux. Euh, et et c'est ça que il me semble être le grand danger. Mais Oui. tu vois, aujourd'hui, on n'a même plus les mots pour le dire. Moi, je commence à l'aborder puisque je suis orateur, je forme les gens en prise de parole. Mais même moi, quand j'ai commencé cette œuvre-là, j'ai repris leurs conférences une à une, j'ai commencé à regarder, un tel dit ça, un tel dit ça. Bon, là, ça se rejoint. Mais je vois que pour prendre le contre-pied de ça, nous n'avons pas de mots. Tous nos mots sont C'est des mots gangrénés. positifs, en fait. Et Voilà. ouais.
Les mots pour définir la souffrance et fuit. Par exemple, si on va parler clairement d'une chose, des choses que tu as vécues dans les bidonvilles, quand tu disais qu'il y a 5 morts par jour, c'est des choses que les gens ne veulent pas entendre, tu Mmh. vois? Bah oui. Et on veut surtout pas entendre que c'est nous. On est Mmh. directement Eh oui. responsable. On est directement ça. Or, c'est cette conscience-là de notre moi qui va tout à coup se prendre un choc en disant mais oui, c'est vrai, je ne suis pas autre que ça. Euh, oui, c'est vrai. Et tout à coup, il y a une situation qui change. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit ah non, d'abord, je vais m'occuper de moi, je vais devenir riche, et puis le jour où je serai riche, je vais aider le bidonville. Mais le Mmh. problème, c'est que ça ne Alors, marche pas comme ça. je te dis tout ouais, non, non, le jour où tu es riche, tu oublies tout le monde, hein, tu t'occupes de toi et tu peux devenir encore plus riche. Mais c'est une mécanique. Ce que tu as dit, c'est très riche et très dense et il y a une profondeur. Il y a une profondeur dans le sens où plusieurs choses. Déjà, comment on reconnaît un sage et un gourou? Un gourou, il est brillant, il reflète, donc il parle beaucoup de lui parce que c'est quelqu'un de brillant. Un sage, il parle jamais de lui, c'est ce que tu disais, il parlera toujours de la voix. La voix, celle que tu entends, celle que tu vois et celle que tu arpentes. C'est la philosophie des sages et des anciens. Donc ça, c'est la première des choses. L'anthropocène et l'anthroposophisme, sophisme, on dit, hein, c'est la capacité que l'homme, l'impact que l'homme a aujourd'hui sur la planète est catastrophique parce qu'il est capable de tout tuer, tout ravager. C'est-à-dire que riche ou pas riche, on s'en fout, hein. Tu peux te cacher au fin fond de la Nouvelle-Zélande comme certains milliardaires d'Amazon ont créé leur bunker là-bas, tu n'y échapperas pas. Tu vois, tu n'as plus d'oxygène, tu n'as plus d'oxygène, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus d'eau, c'est terminé, hein. Il suffit qu'il y ait une centrale qui explose au budget ou quoi que ce soit pour que ça fasse le tour de la planète. On l'a vu avec Tchernobyl, donc tu peux être n'importe où, Et avec tu seras pas Fukushima. protégé. Ouais, ouais, avec Fukushima, pardon, on a vu ça. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que tu me disais quelque chose qui est puissant aujourd'hui et marqué. C'est que on est dans, moi, ce que j'appelle, Bernard Stiegler appelait la bêtise systémique. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une démagogie un démagogisme aliénisant, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de voir ce que font les autres et ce que sont les autres. Et c'est très mal connaître la société et les personnes. Et il suffit de faire de la politique pour connaître la société et les personnes. Ah, mais la politique, c'est pas bien. Mais moi, je te parle de l'agora, la politique, avec un grand P. C'est-à-dire, je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi, on s'occupe d'eux et comme ça, voilà, tout va bien. Ne t'inquiète pas, c'est que ça la politique. Mm. Et c'est d'être capable d'accepter la pensée différente de l'autre et d'être capable, toi, en face de moi, d'argumenter. Mais sauf que malheureusement, lutte des classes, ce qui est ramené aujourd'hui, on n'a pas les mêmes intérêts. Toi, tu vois, tu as bien réussi, tu as commencé à 16-17 ans. Moi, 16-17 ans, très clairement, je dormais dans des photomatons et ma préoccupation, c'était pas de me faire agresser par les chiens à 5 heures du matin des vigiles, quoi. Donc, Mm. toi, tu as eu des livres. Moi, j'ai eu mes premiers livres à l'âge de 23 ans et j'ai quand même une connaissance et une culture. Imaginons maintenant, on met dans ton monde à toi un monde à plat. J'arrive au même niveau que toi, c'est-à-dire que tu es prêt à partager les millions que tu as avec ce que j'ai moi, mais qu'est-ce que j'en ferais moi? Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des millions, moi, je m'en fous. D'avoir des appartements et des villas de partout où tout le monde, personne n'y vit, ça ne m'intéresse pas. Donc, même si même les millions que toi, en termes de choc de valeur, on se percuterait. Mais qui a raison, qui a tort? Tu Mm. vois. On se percuterait. Maintenant, il y a un discours aussi. Rappelle-toi, tu connais le principe de congruence? Ah, c'est quoi? Oui, bah, tu en parles beaucoup hein, dans tes discours. Il y a le filigrane, parce que ça vient de là aussi, tout ce que tu crées. Hein, ça vient de la congruence, la capacité à pouvoir s'aligner entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Mm. Il y a une petite dichotomie entre ce que tu dis et ce que tu penses. C'est très riche. Il y a des pauvres. Aide-les. Bon, tous les jours, il y a des femmes qui dorment dehors. Si tu veux aider les gens, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Tu descends en bas. Hop. Tu as combien d'appartements? Tu en as une dizaine. Ils sont tous loués. Tu serais prêt à faire venir, je ne sais pas moi, des personnes qui souffrent justement parce que tu as quand même de la richesse, mais c'est accumulé par quoi? Par d'autres richesses. Et comment ils ont accumulé les autres richesses? Ah ouais, d'accord. Jusqu'à rebondir à la guerre en Syrie, par exemple. Il y a des Mm. gens qui viennent, tu as des appartements et des logements libres. Tu es Mm. prêt à les faire dormir dedans? Ah, ce discours, aimez-vous les uns les autres et tout ça, etc. etc. Donc, il y a une dichotomie dans tout ça qui est, à un moment donné, tu as une voie, un chemin, c'est celui voilà, dans le développement personnel, c'est ça, ça vient du début des années 60 et de cette affaire d'entrepreneuriat, mais en même temps, tu peux déconstruire les choses en faisant un peu de sociologie, en lisant tous ceux, Bernard Stiegler, Derrida,
Pinceau Charlot. Pour aller plus loin, tu regardes Bakounine, tu regardes Proudhon, tu lis un petit peu Rousseau. Le contrat social, c'est pas forcément ce qui se passe actuellement. C'est Mm. autre chose, le contrat social. C'est-à-dire que voilà. Maintenant, on revient sur notre thème de développement personnel. Dans le développement personnel, il y a une partie, une séquence qui est puissante. C'est la capacité à pouvoir s'exprimer, à articuler une pensée juste, l'art oratoire. Et ça commence par ce que tu as fait toi. Faire une analyse profonde de ce que disent les autres et comment ils le disent. Et dites-vous bien, les gens qui m'écoutaient, je ne sais pas comment elle s'appelle, ta tribu. Les miens, ils s'appellent des apprentissages. D'accord. Écoutez bien, tout ce qu'ils font, vous les collez bout à bout, vous les prenez, vous collez ça bout à bout. Vous pouvez arriver à faire la même chose. Ce n'est que mécanique et il y a un entraînement derrière ça. Maintenant, vous n'allez jamais à devenir millionnaire si au fond de vous, et c'est ce que tu disais, si au fond de vous, il y a une percussion, ce que tu disais, un truc que tu sens pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça, moi, de mon expérience, tu avais des personnes autour de moi qui voulaient devenir riches et tout. J'ai vu comment ils ont. Je les ai aidés à se mettre en scène. Je les ai aidés à construire les discours. J'ai aidé à mettre en place parce que derrière, il y avait comment pouvoir aider les jeunes à gagner confiance en eux. Parce que dans mon idée, c'est que je suis enseignant passionné par l'enseignement. Et je me disais, si les jeunes ont confiance en eux, pour moi, c'est plus facile de faire mon job. C'est plus Oui, c'est en facile corrélation avec voilà. Il y a eu une une congruence. coupure. Voilà, mais il y a une coupure à ce moment-là où justement, où la courbe, parce que c'est exponentiel cette histoire, pas pour tous. Et quand le gars commence à devenir, et ben toi, tu as une constance, donc du coup, tu te croises, mais ça marche pas, ça matche pas. Donc du Ouais, coup, il y tu a une préfères dire cohérence voilà, avec les valeurs. Et voilà. Et tu sors. il est tout à fait possible de façon mécanique et illusoire de changer nos valeurs, de le Bien sûr. recouvrir par quelque chose d'autre et d'être fermement convaincu que maintenant c'est la bonne méthode. Et comme on a des résultats, le pire c'est ça. Le pire c'est quand on a des résultats, qu'ils soient en image, en notoriété, en amour des autres pour nous et en argent. Ça va confirmer, cristalliser cette réalité en me disant, mais en fait, c'est les bonnes valeurs. Ah, c'est avant que Oui. j'avais tort. Avant, j'étais Hmm. un pauvre con. Avant, j'étais un petit prolétaire. Avant, j'étais un miséreux parce que justement, j'avais pas le bon mindset. Mais maintenant, j'ai le bon mindset. Et cette Hmm. personne-là oublie qu'elle fait toujours partie des prolétaires. Elle est toujours dans la toute première classe sociale. Sauf qu'elle s'est reniée pour pouvoir accéder à quelque chose d'un peu plus élevé. Mais elle sera Hmm. jamais de toute sa vie à la hauteur de l'aristocratie, qui elle Non, c'est a des niveaux de fortune et de capital symbolique qu'il n'atteindra culturel. jamais. Voilà. Or, Il y a. cet individu-là qui a pu acquérir ça, il a pu acquérir des millions, il a pu réussir, eh ben moi je dis, il peut revenir à la raison. Il peut revenir depuis là où il vient et prendre conscience que il est né là pour une raison particulière. Il est né dans ce ghetto, il est né dans cette ville ou dans ce pays pour une raison bien spécifique. Et que quand il va réussir à accéder à un peu de connaissances, c'est peut-être pour revenir. Mais il va devoir dépasser le dégoût de toute la souffrance qu'il aurait vécue étant enfant. Il devra dépasser le dégoût de déprivation qu'il avait eu à vivre. Un dégoût qui aujourd'hui peut-être se reporte sur ces mêmes personnes qui euh, travaillent durement, font la grève, sont en difficulté financière, familiale, euh, au niveau de la santé. Et ce dégoût, voir qu'en fait, ce n'est pas le dégoût des gens, mais c'est le dégoût de soi. On a un problème avec là d'où l'on vient. Moi, je le connais bien puisque quand on a quitté l'Iran avec ma famille, j'en avais assez de l'islam, très clairement. J'en avais assez. Et il se trouve qu'en arrivant en France, on est rentré, dans ma maternelle, j'ai rencontré Nirvana qui allait à une école ésotérique d'une voie soufie. Et, euh, et là, je me suis dit, oh non, encore la même histoire, tu vois. J'avais ce dégoût-là de ce que je venais de vivre avant, Hmm. qui m'empêchait de découvrir une voie, ce qui m'empêchait de découvrir quelque chose il pouvait y avoir quelque chose de bon dedans. Et ben, c'est exactement pareil avec
avec toute idéologie. Et avec l'idéologie du développement personnel, c'est la même chose. Quand tu as des croyants, par exemple, qui sont dans un groupe depuis très longtemps, ils pensent la même chose, ils répètent la même chose, ils ne voient plus qu'ils sont dans l'erreur. Je veux dire, il faudrait que Mmh. quelqu'un vienne de l'extérieur pour voir qu'ils ont une vie de merde au fond. Il faudrait que Mmh. quelqu'un les voie de l'extérieur. Vous-même, vous êtes dans la communauté, un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines, ne venez pas. Regardez de l'extérieur, regardez la vie des gens, regardez concrètement et puis vous voyez, il y a des trucs qui clochent, il y a des trucs qui vont pas. Ça, Mais on oui, se rend on se rend compte que c'est biaisé en fait, c'est tordu le truc et que, certes, le gars, il arrive dans sa Lamborghini, il t'accueille dans un hôtel 5 étoiles, mais il y a un truc qui est tordu, il y a un truc qui va pas. Certes, la personne arrive et puis elle se montre comme un sage, mais au fond, elle ne l'est pas. Et c'était le propre des sophistes qui se disaient être des maîtres de sagesse, alors que les philosophes qui disaient nous ne pouvons qu'approcher la sagesse sans jamais pouvoir l'acquérir, puisque c'est quelque mmh. chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est au-delà. Et chez toi, tu as évoqué plusieurs fois les soufis. Moi, j'aime bien parce que dans leur histoire, heu, c'était des gens qui étaient aptes à la pauvreté spirituelle et on a pris la pauvreté pour la pauvreté de pouvoir se passer d'objets matériels et comme c'est des gens qui pouvaient naturellement le faire, et ben, certains se sont dit: «On va s'habiller comme des pauvres et faire semblant d'être des sages» et ça marchait puisque de Oui, notre oui. vivant, il y a aucune façon de se rendre compte que quelqu'un est sage et que quelqu'un ne l'est pas. C'est impossible. Donc, C'est c'est à partir de là que l'évi les maîtres soufis se sont dit: «Bon, ben, on va vivre comme tout le monde au fond, avoir des enfants, une famille, gagner de l'argent». Parce que, c'est la défi autant c'est c'est la facile de faire le pauvre, spirituel, autant c'est difficile d'avoir une vie, bah, qui tient la route, financièrement dans une société quelle qu'elle soit et d'arriver dans une vie intramondaine à nourrir quelque chose de spirituel en nous et tout ça, tout ce que je viens de mmh. dire là est littéralement écrasé sous le poids du développement personnel aujourd'hui. Parce que dès lors que quelqu'un est en face d'un de ses discours et qu'il y a quelque chose qu'il veut, tout ça est éclipsé. Tous les Derrida, Mais tous les philosophes que tu as cités, toute la connaissance qu'il y a derrière. En un instant de tu pourrais avoir plus d'abonnés, tu pourrais avoir ceci ou cela, c'est éclipsé. mmh, pourquoi? Parce que tu as raison et tu as vraim il y a vraiment quelque chose de retenir de la sagesse, d'une sagesse ancestrale. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le marketing, sous le couvert de l'ingénierie sociale qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale et il y a aussi la façon de fonctionner du cerveau. Le cerveau a 3 systèmes: le système heuristique, le système algorithmique et un autre système qui s'appelle l'inhibition. Mmh. Le système heuristique, c'est celui qui est rapide. C'est celui qui va faire qu'à un moment donné, on va faire des calculs complexes pour serrer la main de quelqu'un d'autre, sans y Mmh. réfléchir et sans y penser. Donc, on a des biais heuristiques, donc des biais de réflexion très rapides. Il y a l'algorithmique qui est beaucoup plus long. Il dit: «Ah, je vais serrer la main. Attends, attends, attends. Est-ce que lui, il va serrer fort? Est-ce qu'il ne va pas serrer fort?» Et tu as l'inhibition qui va dire: «Attends, la dernière fois, tu lui as serré la main, freine, il t'a broyé la main, donc tu vas y aller mollo mollo». Tu vois, Mmh. tu as ces 3 systèmes-là. Et ce qui se passe, c'est que dans les 3 systèmes, il y a des biais. Et il y a un biais qui est d'une force exceptionnelle, c'est le biais de conformité. C'est pour ça que quand tu vas commencer à développer quelque chose, on va te dire: «Commence à développer une tribu». Une tribu, c'est une communauté qui valide ta pensée. C'est ça finalement. Un individu autour d'un groupe, et cet individu propose une pensée, le groupe le rejoint parce qu'il a validé la pensée. OK? Mmh. Et le facteur démultipliant, une fois que tu sais faire ça, une fois que tu as compris le marketing, l'ingénierie sociale, une fois que tu as compris les biais, ce qu'on t'apprend en développement personnel, ensuite tu te retrouves avec un jeune homme qui a une maîtrise, je ne citerai pas de nom, de l'outil informatique. Mais tu donnes un fusil chargé à un enfant de 2 ans, comme disaient les soufis. Ne donne jamais une arme à un enfant de 2 ans. Il ne va Mmh. pas savoir ce qu'il va faire. Tu ne vas pas t'amuser à le faire, toi, avec ton fils ou quoi que ce soit. Parce que tu sais très bien qu'il peut y avoir des dégâts. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le problème, c'est que, et le problème dans ça, tu l'as très bien souligné, c'est qu'il y a une masse maintenant, 3 millions qui suivent une pensée. Mais va dire à ces personnes-là, ne serait-ce qu'en proposant une alternative, il n'y a que ça aujourd'hui à faire, c'est Mmh. proposer une alternative en disant il y a d'autres voies, il y a d'autres chemins. Attention quand il dit ça,
lui, il est capable de le faire parce que ça et ça, mais il ne va pas t'en parler parce qu'il a raconté une histoire. Est-ce que c'est vrai? Moi, je peux te dire que l'histoire des personnes que tu m'as citées, c'est des conneries. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Et où il y a des éléments de vérité. Une demi-vérité, je sais plus c'est qui disait, c'est pas un Stigler en plus qui le disait. Une demi-vérité est pire qu'une vérité. Une demi-vérité est un danger innommable. Et ça, ils l'ont compris. C'est que dans la panoplie du storytelling et de l'art de la communication, de toute la technique de communicationnelle, tous les politiciens le savent, tous les maîtres. C'est pour ça que la politique ne pas s'effacer de ça. La politique, c'est très important parce que c'est des décisions qui impactent vos vies de tous les jours. Et nous, en France, par exemple, je vais te donner un cas politique. Quand tu es malade, on se soigne et tu ne payes pas d'argent. Je ne suis pas de politique. Si, tu en fais de la politique parce que tu payes des impôts et que tu as des personnes qui aujourd'hui sont en train d'être détricotées. Et quand tu as un mec qui te dit à face, je peux dire que ça me met très en colère, qui te dit non, c'est comme ça qu'on va faire. Il faut que ce soit l'autre. Non, non, non. C'est comme les mecs qui te disent ouais, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est ceux qui doivent faire de la formation, c'est ceux qui doivent prendre de l'éducation. Ok, vous n'avez pas tort parce que c'est vous qui allez embaucher. Et puis, tu as des gens comme moi qui disent attention, il faut faire de la pédagogie, il faut attendre, il faut faire de la pédagogie, de l'instruction et aussi de la formation, du savoir. Et du coup, moi, je me mets en contradiction à eux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un temps long et eux, ils ont un temps court. On n'est pas sur les mêmes critères, on n'est pas sur les mêmes échelles. Et il n'y a que l'intelligence, comme tu disais, qui peut te faire prendre conscience de ça. Tu vois? Ben, disons qu'il Donc, y a un temps. je voulais Il y juste a un finir. temps. Oui, vas-y, termine. Finir cette articulation de pensée qui Mm. fait que tout cet ensemble de maniages fait qu'à un moment donné, il est très facile de suivre une personne. Mais ce qui va faire la différence, je vais te donner un cas concret. Le mien, aujourd'hui, il y a le Covid. Il y a un ouvrage qui devait sortir sur des méthodes d'apprentissage et j'avais une stratégie de communication qui était rodée. Je devais passer dans des médias, etc. etc. Ça ne s'est pas fait, ça se décale, parce que j'ai décidé en plus, pour m'aligner à mes valeurs, de travailler avec une maison d'édition que j'adore qui s'appelle La Chronique Sociale, mais qui est locale à Lyon. Je travaille avec des locaux et je vais rencontrer des gens qui me parlent et qui sont d'une gentillesse incroyable. Ok. Mais le problème, c'est qu'ils m'expliquent que eux, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'ils devaient publier, passent en dernier parce que les gros passent en premier. Bon, ok, bon. Déjà, il y a quelque chose qui foire là dans l'histoire. Parce que ça se passe dans plein de domaines. Ça ne sent pas bon. Mais donc, du coup, moi, je me retrouve piégé dans un système qui fait que je ne peux pas faire de la promotion de mes ouvrages. Mais au lieu de me plaindre et de pleurer, je prends mes outils, je me dis, bon, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux réaliser? Et c'est là où il y a du bon dans de l'efficacité personnelle ou du travail sur soi, dans l'efficience personnelle. C'est là, qu'est-ce que je peux faire? Alors réfléchis. Ah, il faut que j'aille voir les gens. Et ben, je fais du porte-à-porte. Mais ça veut dire que avec mon niveau, je prends mes jambes, je m'habille, j'ai un branding, hein, vous voyez, j'ai un chapeau, des lunettes. Hein, je ne dis pas que je ne me sers pas d'outils, moi aussi. Hein. On me reconnaît par rapport à ça, l'homme au chapeau, très bien. Mais je prends mes chaussures, mes baskets et je vais discuter avec les gens. Je vais porter mes ouvrages. Et ce que j'ai fait, j'en ai acheté. Je ne fais pas de flyers, j'ai acheté des livres. Et on me dit, et je les donne. Je leur dis, bah, et vous savez ce que je fais? Je leur dis, vous m'appelez pas, c'est pas grave. Vous les avez, vous les faites circuler. Moi, je vous appelle pas. Vous m'appelez si vous avez besoin de moi. Et je vous propose des ateliers, des conférences gratuites. Ok. Et les ouvrages, je les vends 5 euros. 5 euros. À partir de 10, c'est 3,50 euros. Et donc, je leur dis très clairement, je leur dis voilà, je ne vais pas faire d'argent avec ces ouvrages-là, sauf qu'il y a un contenu à l'intérieur qui a une puissance incroyable. Ça marche pour plein de personnes. Utilisez-les. Et donc, c'est cette réflexion-là que certains ne peuvent plus avoir parce qu'il est préférable pour leur storytelling, parce qu'ils se piègent. Ça revient à ce que tu disais, moi je suis mécanique là-dessus. Ils se piègent dans leur histoire en disant il faut que je reste comme ça parce que dans mon histoire, je prends des avions en première classe, il faut que je sois dans des hôtels de luxe, que je roule, je reviens à ce que tu me disais, en Lamborghini. Mais derrière, il y a un problème, il y a de la désobéissance civile à l'intérieur du cœur. En fait, il y a le moi qui a pris une telle importance qu'il a gangréné tout le corps de l'individu et tout le corps de sa communauté. Et comme le désir tourne autour des mêmes choses et que c'est des choses, on ne peut pas se dire, mais pourquoi ne pas les avoir? Tu vois? C'est logique de se dire, un voyage en jet privé, ça ferait plaisir à tout le monde, tu vois? Vivre dans le confort, ça ferait. Pourquoi on devrait se priver de ça, au fond? Donc, ça atteint directement la logique. C'est pour ça qu'on a du mal à lâcher prise là-dessus. Et une fois qu'on y a goûté, qu'on l'a fait et que ça marche,
Eh ben, on se dit, mais ça doit être ça la bonne solution. Et je devais Mmh. être dans l'erreur avant. Et comme avant, j'étais sous pression sociale. Je prends l'exemple, par exemple, du chercheur qui est en train de vivre une injustice académique liée aux mafias académiques. D'accord. Il est dans une posture prolétaire qui est pauvre. Il doit renouveler ses contrats chaque année. Et tout à coup, quelqu'un arrive et lui dit, mais sors du salariat, ouvre ta chaîne YouTube, vends des formations en ligne, puis va faire ta vie. Il va le faire. Sa chaîne va super bien marcher. Il va gagner de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il va cristalliser en lui cette pensée que maintenant j'avais tort avant. C'est ça la bonne solution. Tu vois? Si Mmh. aujourd'hui tu lui dis, mais est-ce que ton moi n'a pas pris tellement de force et de densité que tu n'arrives plus à voir plus loin que le bout de tes intérêts, même si tu montres l'inverse à l'image, heu, que tu n'as plus la connexion que tu avais avant, comme tu l'avais. Donc ça ne veut pas Mmh. dire de rester dans une société, inconfortable. Moi, ce que je dis, par exemple, dans mes formations, notamment aux salariés, je leur dis: «Vous pouvez reprendre votre entreprise. Vous pouvez atteindre un certain niveau de connaissance pour pouvoir faire une reprise d'entreprise de la boîte dans laquelle vous travaillez et vous en faites une Mmh. coopérative». «Ah oui, mais comment on négocie ça?» Je leur dis: «Beh, faut voir avec le patron en face. Si déjà vous êtes en redressement, vous pouvez la sauver la boîte et si vous la sauvez, vous pouvez la sauver en obtenant plus de 51 de la boîte et plus de 65 des droits de vote sur les décisions prises dans la société». «Ah bon, on peut faire ça?» Et tout à coup, ça il y a quelque chose qui vient et ils se disent: «Mais c'est nous qui faisons le travail depuis le début, on fait la compta, on fait l'ouvrier, on fait ceci, on fait tout le savoir-faire, c'est nous», tu vois? Bien sûr, il y avait quelqu'un pour donner le cap, pour l'idée, mais tout à coup, ils s'en rendent compte et le fait de dire aux gens: «Quittez votre emploi, quittez le salariat pour devenir entrepreneur individuel ou autre, ou start-upper», c'est un crime. C'est un crime réalisé envers notre industrie, envers les entreprises, envers tous les beaux métiers de gens passionnés qui sont déjà en train de le faire, mais ils vont le quitter pas parce qu'ils aiment pas, c'est parce que les conditions les font souffrir. Un infirmier ou une infirmière aime ça. Souvent, ils font ça par vocation. Ils font pas ce qu'ils font parce qu'il y avait pas d'autre choix, même si c'est en train d'arriver là. Ils le font parce qu'ils sont passionnés. Ils le quittent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils le quittent et ils deviennent quoi? Ils deviennent, graphistes, ils deviennent, infopreneurs, ils deviennent infographistes. Hem et moi, je trouve ça dommage, tu vois? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à rester là où on est et à se battre depuis là où on est. Même si on Ouais, est c'est au RSA, même si on est à la CAF, même si on est handicapé et qu'on touche les allocations adultes handicapés. Pourquoi? Parce que dans cette position-là, on a l'impression qu'on a juste le droit de fermer sa gueule. On a juste le mmh. droit de ne rien dire et de laisser faire, le beau politique, le beau coach en développement personnel et on est là en admiration en se disant: «Mais oui, mais c'est eux qui ont réussi. En les suivant, peut-être qu'on aura un peu, de leur lumière». Mais en fait, c'est faux. La lumière, vous l'avez déjà. La lumière, c'est vous. Elle n'est pas là où on vous donne d'admirer des gens. Elle est chez vous et moi, c'est que ce que j'ai aimé dans ton approche, qui est radicalement différente, c'est que tu mènes les gens à, découvrir et à aller chercher dans leur propre profondeur cette lumière, à être confiants qu'ils l'ont, quelle que soit leur origine, quelle que soit là d'où ils viennent et quelque part, c'est là où on se rejoint toi et moi aussi, Il y a parce pas que mal ouais, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on se rejoint, en fait. Finalement, tu proposes aussi une vision fédéraliste et si tu veux, ce qui est dangereux, c'est la pensée unique et inique et en réalité, imaginons qu'on devienne tous, monsieur X, OK? On devienne tous monsieur X, qui dit: «Vous devenez infopreneur». On devient tous infopreneurs. On devient tous infopreneurs et on a tous des maisons. Heu, Déjà, dans une maison, il y a de l'électricité. Qui l'a fait? Il y a de l'eau, qui l'a fait? Il y a de la peinture, qui l'a fait? Il y a, comment dire? Il y a le carrelage, qui le fait? Et ainsi de suite. Le gaz, qui le fait? Et comme j'ai une formation aussi technique et de savoir
je sais ce que c'est que l'emploi, je sais que le malheur qu'on a avec les compétences et il y a une différence entre les soft skills et les hard skills et la qualification. C'est 2 mondes différents et du coup, le problème, comme il y a un autre problème qui arrive, c'est que comme tu dis, ça arrive. Ça arrive parce qu'on a donné le droit à chapitre à qu'une seule voie. Et cette voie, elle s'appelle le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est malheureusement, et ça vient du cœur, je suis profondément attaché au développement humain. Et tu as une vision humaniste. Tu as une vision humaniste. Et les humanistes aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on ne met plus au centre. On met au centre notre humanité. Et d'autres ne mettent pas au centre ça. Ils mettent au centre le marché. C'est des mondes différents. Donc Voilà. forcément, on n'est Donc, plus dans des classes même, on est mmh, dans des visions du monde qui est différentes. Malheureusement, pour ceux qui prônaient hier, et malheureusement aujourd'hui, ils ont encore l'audition, mais ceux qui prônent ce développement personnel dont on a parlé tout à l'heure, mmh, eh ben, c'est pas des populistes qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir visuel, enfin le pouvoir de parler, de se montrer. Donc c'est un pouvoir énorme, mais c'est par ce truchement-là, c'est par ce truchement-là. Est-ce que c'est grâce à eux on a une meilleure écologie? Est-ce que c'est grâce à eux on a une meilleure éducation? Tiens, ils étaient où tous ces infopreneurs, ces super entrepreneurs quand j'étais confiné pendant 3 mois? Ils étaient où? Moi, j'avais besoin d'infirmiers, de soignants, de gens qui s'occupent des personnes âgées. J'avais pas besoin de milliardaires ou de millionnaires. Je m'en occupais pas. mmh, Ils étaient où tous ces footballeurs multimillionnaires? ouais, Toute cette société, mmh, il y a toute une fabrication qui a été faite par le MARCHE, qui est une main invisible dont dans le livre Propaganda que je conseille à tout le monde de lire pour comprendre là où on en est, qui est Bernays, le neveu de Bernays. On revient à Bernard Stiegler, il en a beaucoup parlé, lui, hein, de ça. Et c'est ça le problème. Et si tu veux, et qu'il le veuille ou non, forcément, c'est dans l'équilibre des choses. Et les anciens le disaient, toi, et on est en train de le faire là, c'est de créer des contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, c'est le genre de discussion que nous avons, puisque tous les deux, nous avons apporté de la matière intellectuelle et de la matière à penser qui propose une autre direction et une autre voie. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, toi et moi, que tu le veuilles ou non, alors après c'est ma vision, hein, je ne vais pas t'engager dans le truc, mais il y a en proposant des outils de coaching, d'accompagnement, de ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, d'éducation, d'enseignement, peu importe, on va rentrer en percussion face à l'autre monde. Mais attention, l'autre monde, il est dangereux parce qu'il a la visibilité, il a le pouvoir monétaire, ok, il a le pouvoir économique et monétaire. Donc déjà, et derrière ça, je me rends compte qu'ils ont aussi le pouvoir judiciaire, parce qu'on on n'y punit jamais les méchants, hein. J'ai appris quelque chose de fondamental aujourd'hui, hein, parce que ça rejoint, hein, je reviens, moi je suis sur l'axe de l'entreprise. vas-y. Il y a alors, c'est hallucinant, tu en apprends tous les jours. Mais, et plus tu en apprends, plus je pensais qu'on avait déjà creusé on avait déjà creusé le trou et qu'on commençait à creuser avec le dent. Mais là, il y a, pour te dire que vraiment, ils sont où ces personnes-là pour parler d'une seule voix? Il y a une lutte de classe. Il y a un lobby pharmaceutique. Alors, on sort un petit peu du champ, mais tu vas voir, finalement, on va revenir. Il y a un lobby, il y a des lobbies pharmaceutiques qui se réunissent pour fixer des tarifs au niveau de médicaments. Et j'ai appris là, ce matin, et voilà, avec sidération, qu'il y avait des chercheurs qui avaient trouvé donc argent public. Donc, moi, je donne, je suis très content de donner. Plus j'en donne, je suis content. Donc, tu vois, ça met déjà en opposition au niveau des impôts, parce que je sais d'où ça vient et à quoi ça devrait servir et que ça ne sert pas. Je suis très content. Donc, il y a des chercheurs qui ont trouvé une solution pour soigner l'œil de certains patients pour éviter qu'ils tombent malades. Je ne connais pas la maladie. Et ils l'ont vendu, tu sais combien? 1 euro. 1 euro. Enfin, et ils ont vendu ça à des laboratoires pharmaceutiques, à des laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir développer le marché, pour pouvoir développer le produit. Et développant le produit, le médicament coûte 70 euros. On est d'accord? 70 euros. On est d'accord. Et ce médicament, tu sais à combien il est vendu? 1 000 euros. Il y a des personnes qui crèvent, qui ont des yeux crevés, qui ne voient pas. 70 euros, qui ne voient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser. Mmh. D'accord? Alors, du coup, c'est là où tu peux te poser la question, quel est le plafond, jusqu'où on va aller? Et est-ce que c'est bien, est-ce que pour le moment, ce qu'on permet de proposer au niveau du développement personnel permet de Mmh. regarder les vrais problèmes et les vraies causes en Oui, fait de leur très malheur? récemment, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit: «Il y a un coup à se faire, c'est aux États-Unis, ce sont les pre-IPO, les Initial Public Offers sur, des sociétés de
de pharmacie, de production médicamenteuse, où tu as des promesses de rentabilité extraordinaires. Donc, par exemple, ils prenaient dans leur pitch, dans leur discours que j'ai un peu analysé, ils prenaient l'exemple, ils disaient pas ce que tu viens de dire là, parce que si on le disait, personne n'y irait. Ils disaient, ben, un vétéran de l'armée qui galérait dans sa vie a misé 1 000 $, puis aujourd'hui il est millionnaire. Une enseignante a misé 2 000 $, et puis c'est un peu le casino, quoi, en fait. D'accord? C'est un peu le loto. Vous Mmh. misez et puis vous gagnez en bourse. Et on ne voit pas le mécanisme qu'il y a derrière d'un médicament qui pourrait être produit quasi gratuitement pour des gens qui en ont besoin et qui va être vendu 1 000 €. Je connais le sujet puisque ma mère, quand elle était atteinte de son cancer, elle avait des produits comme ça où chaque gélule coûtait entre 250 et 500 euros. Et quand elle prenait Mmh. un traitement par gélule comme ça, il y en avait pour à peu près 1 000 €, euh, payés en partie par les assurances et en partie par nous. Mais très globalement, c'est des choses qui sont heu, extrêmement injustes, extrêmement difficiles à saisir par notre pensée, tellement ça nous semble irréel, tellement ça nous semble loin de nous, de notre réalité. Et pourtant, c'est là. Et c'est ce que je disais à des élus que j'accompagne dans leur prise de parole, dont un qui avait fait un questionnaire pour l'envoyer aux citoyens. Et je lui disais: «Tu es en train de faire exactement la même chose, que ferait une marque de produits alimentaires envers des consommateurs». Ils font des sondages, ils font des tests, ils envoient des questionnaires et puis selon les questionnaires, ils adaptent un produit. Et toi, bien entendu, tu peux adapter un produit, de politique. Tu peux adapter ton image, tu peux adapter un programme, mais tu ne seras jamais en relation avec la réalité des gens qu'il y a sur le terrain. Pour être en relation, il faut te mettre à leur niveau et il faut les autoriser à venir à ton niveau. C'est-à-dire un niveau de connaissance où ils peuvent maîtriser la production de produits politiques, comme une loi par exemple. Hem, de pouvoir produire des pâtes, au lieu d'aller acheter chez telle ou telle marque, hem, de pouvoir le faire par eux-mêmes. Et une idée politique, une action politique, il est fort probable, et je disais ça à ma cliente, puisque les femmes politiques, ce sont celles, je trouve, qui ont le plus de subtilité et elles arrivent vraiment à rentrer dans le sujet. Elle me disait: «Mais il est même fort probable que toi-même ou tes équipes, dans le cadre de cette campagne, soyez incapables de produire une idée politique, voire même d'organiser une action symbolique qui ait une influence politique». Et je lui ai donné ce pari-là. On s'est retrouvés dans Ah, une formation et au cœur de la formation, j'ai amené ça et ça a été une colle, en fait, pour leur petite équipe parce qu'ils se rendaient compte qu'ils reprenaient des concepts qu'ils faisaient tourner dans leur mémoire et dans leur communauté, qui n'avaient aucun sens, qui étaient des mots décousus, mais auxquels ça donnait des effets de sens. Hem, ils se rendaient compte que les actions qu'ils proposaient n'étaient pas vraiment des actions, que les réalités qu'ils abordaient, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, tu vois? Et c'est là où j'aimerais peut-être conclure avec toi, sur ton exercice avec les mots, tu vois? Pour, pouvoir, ouais, OK, clé. on va Donc faire voilà, je ça, te laisse conclure avec ça. c'est un véritable plaisir, ouais, oui, oui. Une Et c'est joie. vrai que la pensée politique, c'est c'est rigolo, ouais. C'est un peu la langue de bois, en fait, tout le travail de langue de bois, alors du coup, ouais, ouais. Ah, je vais conclure, du coup, avec quelques termes que j'ai récupérés à droite et à gauche. Je vais pas tout faire, je vais faire juste une partie pour finir. Donc avec toi, nous avons aussi aujourd'hui travaillé des facteurs clés. S'il y a une clé, il y a forcément une porte. S'il y a une porte, c'est qu'il y a un endroit. S'il y a un endroit, c'est forcément qu'il y a un verrou. S'il y a un verrou, c'est que c'est la porte qui est fermée et non pas ouverte. Donc, c'est simplement où tu es. Donc, tu vois le mot du où. Verrou, ouvert. Et tout ça, c'est pour pouvoir vivre. Mais vivre, c'est se dire qu'est-ce qu'il y a avant la mort?
Mais qu'est-ce qu'il y a avant la mort? Il y a la vie. Et ça, c'est beaucoup de gens qui me disent c'est la vie, qui donnent leur avis à mon avis. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est quand l'âme est hors, donc on a la naissance. C'est là où naissent les sens. Et dans les sens, on a bien le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif. J'en ai peut-être oublié un, Louis. D'accord? Mais Oui. quel est le premier sens? Ça, c'est peut-être les 5 sens secondaires. Il y a peut-être un sens qui est plus intéressant, qui est plus intérieur, qui est plus spirituel et dont on a beaucoup parlé. C'est Farzad, c'est ça? Mm. On dit Farzad, on dit en arabe, en prononciation. En iranien, on dit farzad. Farzad, Farzad. ok. J'ai le chercher en arabe littéraire. Donc voilà, donc du coup, quand on est mort, on dit bien qu'on trépasse. Donc quand on trépasse, on tombe. Et souvent, on tombe de haut. Et quand on tombe de haut, on rentre dans la crypte. Et on a besoin de décrypter. Donc c'est bien de sortir quelque chose de quelque part. Et on change souvent d'état en tombant. On tombe amoureux, d'accord? On tombe malade. Donc on change beaucoup d'état. Et dans ça, dans ces mots que nous avons apportés, il y a beaucoup de secrets sacrés. Tiens, si sacré, mais sacré quoi? Et c'est là où je vous laisserai répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez créer aujourd'hui pour demain? Merci Voilà. Ismaël. Je remercie à toute ta communauté et puis à très bientôt.